Ah ah 9 heures, 9 heures tout pile! Ah la machine. Le mec qui s'appelle lui-même la machine. Et ouais, on est en vacances, et ben c'est pas une raison pour faiblir. 9 heures, 9 heures. Regardez votre téléphone, votre montre, votre horloge murale, votre pendule franc-comtoise. Il est 9 heures. Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour, merci pour vos petits coucous. Bonjour à tous. Est-ce que plus que jamais en vacances avec mon setup minimal, j'ai besoin de vos retours techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Quels sont les retours techniques? Est-ce que c'est nominal ce matin? Première fois ici, enchanté, me dit-on. Enchanté, plaisir partagé. Bonjour, je débarque de chez Host Politique. Bien, bonjour, bienvenue et un petit coucou à nos amis de Host Politique. Euh, son ok, lumière ok. Eh ben j'en suis bien content. Bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. Le concept, il est très simple. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, on parle de l'actualité et on parle de la vie aussi parce que tout ça est interconnecté, bien sûr. Je suis en vacances. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois euh, aujourd'hui ou qui me rejoignent pour la première fois depuis quelques jours, je suis en vacances, C'est enregistré, c'est pas possible d'être pile poil à la seconde. C'est trop mignon. Je suis une machine, je suis une machine. Je suis en vacances donc depuis dimanche et puis j'ai eu l'autorisation de ma charmante épouse Hélène pour emmener mon setup réduit. J'en suis moi-même réduit à streamer avec mon téléphone, les amis, à streamer avec mon téléphone parce que bah, y a pas de box ici. Donc je stream en 4G. On a fait les réglages nécessaires pour que ça passe. Voilà, donc d'où cette petite image un peu dégradée ici, hein. Je suis voilà, mais au niveau du son et de l'image, ça passe. Donc voilà. Euh, et on va commencer par un petit point de vue. Un petit décalage son vidéo pour moi. Ouais, je vois qu'il y a un petit décalage son vidéo. Ah, c'est pas grave, c'est un tout petit peu. Ouais, je vois que plusieurs ont ce petit décalage son vidéo. Je l'ai aussi chez moi, très léger. Mais voilà, ouais, ouais, pareil pour le décalage, je le vois. Euh, voilà. Ouais, je le vois, moi je l'ai aussi, mais il est assez minimal, donc on va continuer comme ça, hein. Voilà. Ah oui, vous avez vu la résolution, j'ai baissé, hein, 480, ouais, ça me perturbe. Dès qu'on rentre à la maison, on repasse en fibre et ça ira mieux. Allez, profitons un petit peu des vacances. Je vous montre où je suis, hein, c'est le petit caméra, le petit coucou du matin. Alors il faut que oh là là, d'habitude là, il faut un petit peu de temps la caméra pour s'habituer, là pas du tout. Je crois que la caméra elle-même commence à apprécier ses vacances à la montagne. Voilà. Je le sais, je le répète, je suis un privilégié. Très peu de Français partent en vacances, encore moins au ski. Ça faisait des années que je n'étais pas parti, mais là, la famille a vraiment besoin de s'aérer. Hop, j'ai trouvé une loc pas chère. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, eh ben, les prix sont un petit peu bradés. Donc, c'est cool, on est parti s'aérer. C'est beau quand même, regardez. On vit dans un pays magnifique. Waouh. Oh là là. Est-ce que je vais vous lire les journaux ce matin? Est-ce que je vais pas vous diffuser cette image juste pendant 2 heures? Hein? Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je voulais partager ça avec vous parce que une fois que je suis réinstallé là, avec le contre-jour, on voit plus grand-chose. Regardez, toc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah rien. Là, vous avez que moi pendant 2 heures, donc je voulais un petit peu vous aérer. Bon, bonjour à tous. Ouais, le calme surtout. Ouais, bah oui, ça change de Paris, ça change de Paris. Le calme, c'est hallucinant. Le calme, la qualité de l'air aussi, hein, la qualité de l'air. Moi, je fais un petit asthme de pollution, hein, donc je prends un truc au quotidien à Paris pour pouvoir respirer. Ici, j'ai pas besoin, quoi. C'est pas le même air, hein, c'est bizarre. Voilà, c'est une de mes marottes, la lutte contre la pollution atmosphérique. Voilà, oui, alors, évidemment, j'ai promis à certains un reportage sur les marmottes, hein, les fameuses marmottes qui mettent le chocolat dans les paquets, comme ça, avec leurs petites pattes, hein. Tout le monde sait qu'à la montagne, il y a ces marmottes. C'est en cours, c'est un cours. Je suis sur la piste des marmottes. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que je peux accueillir ceux qui sont là pour la première fois? J'ai lancé ce stream il y a, je sais plus, je dirais un peu plus de 2 mois maintenant. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pour eux ou pour elles la première fois? Ouais. Oui, eh ben bienvenue. Bah voilà. Bon, eh ben on va attaquer les journaux très très vite, parce que j'ai tendance à bavarder pas mal. Et parfois, il se passe de longues minutes avant qu'on aborde l'actualité. Je veux pas vous décevoir. Euh, eh ben, bienvenue à tous les nouveaux, c'est cool. Vous êtes où? Moi, je suis à la montagne, vous êtes où? Je vois un bonjour de Lyon. Ma maman me regarde pour la première fois. Bisous à ta maman. Alors, je suis de Lyon, vous êtes où? Ah, quelqu'un de Persévérance sur Mars, la mission.
Quelqu'un est installé dans le rover, je trouve ça classe. Bonjour de Normandie, d'Amsterdam, du Luxembourg, de Montréal. Waouh, waouh, super. De Bruxelles, de Perpignan, de Vannes, ça va trop vite. De Nantes, de Figeac, de Strasbourg, de Tokyo, de Caen. D'Abidjan, mais yes, Neuchâtel, j'adore, mais on voyage tellement. De Cognac, à côté d'Orly, Paris au décollage, donc pour la matinée Étienne, PNC aux portes, je suis à fond. De Dijon, de Saint-Étienne sans doute, Versailles, Corée, en Corée on nous regarde, Nuit Saint-Georges, c'est magnifique par là. Rennes, bah évidemment que les Bretons sont là, j'espère. De Dubaï, on nous regarde, de Lille, de Beaune, de Bourg-en-Bresse, c'est pas Bourg-en-Bresse, hein, comme on entend certains journalistes le prononcer, c'est Bourg-en-Bresse, bien sûr, Noisy-le-Grand, Salon de Provence, la Belgique, Ajaccio est là, et j'en suis super content parce que je kiffe la Corse. Quelqu'un me dit qu'il me découvre pour la première fois ce matin, qu'il est content, peut-être grâce à des vacances. Moi aussi, je suis content. Jura, Grenoble, c'est marrant, il y a beaucoup de gens de Corée, hein, c'est cool. Le Gers, Lyon, Tours, Meudon, région parisienne, ben oui, Meudon, bien sûr, Châteauroux, Toulouse, Lunéville, Marseille, Rennes encore, de ma chambre, magnifique, j'adore ta chambre, je kiffe. La chambre d'à côté, bah, elle est bien aussi. Bruxelles, la Corée est si belle. Je ne connais pas la Corée. Si, je me suis arrêté 48 heures pour un avion entre deux pays. Ma vie est passionnante, pourquoi je la raconte. Le Havre, Rennes, l'île de Pâques. Tu es sûr que tu es sur l'île de Pâques? C'est possible, hein. Moi, cette destination mythique et mystérieuse me fait rêver, mais je veux y croire que tu es sur l'île de Pâques. Perpignan, Dunkerque, de mes toilettes, mais bonne digestion, mon ami, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as un bon réseau. Là où tu es, moi je ne peux pas streamer depuis mes toilettes, le son est vraiment trop mauvais, c'est hyper caverneux, vous apprécieriez pas. Et puis on se passerait de la vue. Je suis dans l'ISS tous les matins, évidemment, j'ai mes amis de la Station Spatiale Internationale où il y a un très bon réseau internet et on ne le dit pas assez. Clermont-Ferrand, Bordeaux, l'URSS. Ah, l'URSS, ça m'étonnerait parce que ça fait un petit moment quand même, hein. Si j'ai bien suivi l'actualité de ces derniers mois, ça ça n'existe plus, je vous kiffe, j'adore cet humour. Bourg-en-Bresse, oh là là, il y a tout Bourg-en-Bresse qui est là. Bien le bonjour du Finistère, bien le bonjour de Jérusalem, magnifique ville. Poitiers, Genève, Montréal, Carnac, oh là là, la Mayenne, Dieppe. Bonjour de mon lit, Yougoslavie, Angers. Yougoslavie. Là aussi, ça renvoie à l'histoire, ça. Dunkerque, Alpes-Maritimes, Lille, Luxembourg, il y a beaucoup de gens de jeux Mars, bien sûr, hein, inspirés par l'actualité. Eh bien, bienvenue. Je rappelle le concept de la matinée Étienne, on va démarrer d'entrée ce matin, je ne vais pas raconter ma vie. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, hein, on n'est pas à la télé ici, c'est interactif. Vous me posez vos questions, vous m'interpellez. Alors, vous êtes très nombreux le matin, donc je ne lis pas tous les commentaires, bien sûr. J'essaie d'en lire le maximum et d'interagir avec vous. Et puis, on parle de la vie aussi, parce que l'actualité nous emmène à la vie. Les règles, ici, il n'y a pas de règles. On est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Si, il y a des règles, bien sûr. On est entre personnes intelligentes. On est tous membres du FC Bienveillance, donc on a le droit tous d'avoir un avis très différent sur l'actualité. Au contraire, c'est souhaité, c'est l'intérêt de la démocratie, mais on l'exprime avec correction, avec respect les uns par rapport aux autres. C'est tout, c'est la seule règle. Voilà. Hein. Toutes les idées sont permises, les idées légales, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que le racisme, l'homophobie ne sont pas des idées, ce sont juste des délits. Voilà. Donc toutes les idées légales sont possibles ici, à condition de les exprimer avec correction les uns par rapport aux autres. Mais on a une communauté ici hyper paisible, hyper cool, hyper intelligente et je vous en remercie. Tout ça, c'est grâce à vous. Bon, pour ceux qui sont là pour la première fois, un mot sur la fuite de données médicales Kangoo en France, mais carrément, c'est prévu. On va parler de ce sujet, bien vu. Il y en a qui sont hyper au courant. La fuite de données médicales, je crois bien que c'est la une de Libération ce matin. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, on va la montrer tout de suite. Ça va me permettre de vérifier que tout est branché. Top, si je fais ça, normalement, tu vas avoir la une de Libé. Paf. 500 000 patients à nu, le plus grand piratage de données en France. On va en parler, c'est bien prévu. Voilà, bien vu. Alors, je rappelle le concept. Pour ceux qui sont là pour la première fois, en général, on commence par voir les unes de la presse nationale. On vient de voir Libération à l'instant, qu'on a un petit peu spoilé. Après, on va voir les unes de la presse régionale, parce qu'on a la chance d'avoir une très belle presse régionale en France. Est-ce qu'on va parler de l'Essonne, me demande Fadi hors-la-loi. Oui, monte le son. Hop, je monte un petit peu le son. On va parler de ce qui s'est passé dans l'Essonne, bien sûr. Ces deux ados
de collégiens qui ont trouvé la mort dans des violences entre bandes rivales. Évidemment qu'on va en parler, même si on n'a pas forcément des éléments pour aller bien au-delà du fait divers, pour comprendre réellement pourquoi ce genre de choses se passe. Donc, on regarde les unes de la presse nationale, on regarde les unes de la presse régionale, et après on revient à la presse nationale pour aller un petit peu dans le détail, puisque là, on a du temps, hein, on n'est pas sur 5 minutes de revue de presse, 6 minutes, 7 minutes de revue de presse, 2 minutes, non, même pas un quart d'heure, qui dit mieux, pas une demi-heure, non pas une heure, non pas une heure et demie, non, 2 heures en général, 2 heures pour lire les journaux, et il faut ça pour prendre le temps. Oui, il y a un petit décalage son-image ce matin, c'est pas très très grave. Hein, je vous rappelle que je stream en 4G depuis la montagne. Voilà, mais l'important c'est ce que je dis, c'est pas trop ma tête. Quoique je suis un petit peu en mode un peu barbu là, en mode barbe de 3 jours sexy. Voilà, je m'envoie des compliments tout seul, tout va bien. Bon alors, évidemment, puisque je suis en mode melon, continuons avec ce petit coup d'œil pour rigoler à une page ce matin dans Nice Matin, consacrée à ce bel homme là qui. Ah, qu'est-ce qu'il porte bien le costume avec Samuel Etienne, intergénérationnel. Titre Nice Matin, un super bel article de Mathieu Faure avec qui je me suis entretenu et qui estime que, un peu par hasard, enfin, moi c'est mon avis, je suis devenu un pont intergénérationnel, c'est-à-dire que je m'adresse à la fois un peu aux plus âgés, à travers notamment un magnifique jeu que je vous recommande à 17h45 sur France 3 Questions pour un champion, et un peu un peu plus jeune, avec Twitch. Bien sûr, je voulais vous montrer juste ça pour la blague. Évidemment, c'est pas ça qu'on va lire dans le détail. Allons voir les unes de la presse nationale. 3, 2, 1, paf, on commence par Le Monde. La dernière édition du Monde datée d'aujourd'hui, mercredi, mais qui sort, hein, vous le savez, la veille, en début d'après-midi, dans les villes qui reçoivent le Monde le plus tôt. L'école en première ligne face à l'inceste. On parle, et c'est heureux, de plus en plus de l'inceste en France. Hein, la libération de la parole autour de ce tabou, et c'est bien, parce que c'est en parlant qu'on va réussir à lutter contre ce phénomène qui souvent est gardé au sein, dans le secret des familles, et c'est justement l'un des outils qu'on peut utiliser pour lutter contre l'inceste, eh bien c'est l'école. C'est l'école comme endroit de détection de possibles euh, maltraitances, voire viols. Je lis, en France, une dizaine d'associations seulement organisent des ateliers contre les abus sexuels en milieu scolaire et le manque de reconnaissance. Et le gouvernement, justement, veut renforcer la prévention dans les établissements. On lira ça, et puis on lira aussi l'avis d'un psychanalyste sur ce que provoque l'inceste chez les enfants, dans leur psychologie, dans leur développement en tant qu'adultes. Et les catastrophes, elles sont gravissimes. Donc on se rappellera ça ensemble. Voilà. Euh, on va être un petit peu en mode sondage ce matin. En général, qu'est-ce que c'est que ce truc avec l'alien? C'est une pub, c'est une pub, c'est une pub, c'est rigolo, c'est juste une pub. Je vais être un peu en mode sondage ce matin. En général, je vous interroge au moins une fois par matinée, hein, je vous demande votre avis sur notamment des questions de société. Et là, je vais vous demander votre avis à plusieurs reprises, alors, sur des faits un petit peu sensibles. Hein, je ne veux pas diviser, c'est pas trop mon propos, mais c'est des questions sur lesquelles moi j'ai pas d'avis, au sens où je trouve ça tellement complexe, c'est tellement difficile. Des Françaises détenues en Syrie entament une grève de la faim. On parle de Françaises, de femmes, qui sont parties en Syrie rejoindre les rangs de l'État islamique. Voilà, souvent pour accompagner leurs compagnons ou époux, et parfois pour participer directement à la lutte de l'État islamique. Aujourd'hui, elles veulent entrer en France. Elles veulent entrer en France. Elles disent qu'elles veulent y être jugées, mais la France ne l'entend pas ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces femmes? C'est compliqué, hein. Je vais vous poser la question. Est-ce que quelqu'un me dit, est-ce que je peux mettre un trigger warning pour l'inceste? C'est une bonne remarque, Ogayama. Je valide à mort. Le problème, c'est que moi, je vous parle d'actualité. Et donc, je vous parle beaucoup de faits lourds, graves. Là, je vous parle de l'État islamique, je vous parle de terrorisme, je vais vous parler d'inceste, je vais vous parler de sujets extrêmement compliqués, je vais vous parler de manifestations en Birmanie. En fait, quasiment chaque événement que j'aborde, je devrais prévenir, attention, les personnes les plus sensibles, ça va être lourd. Donc je ne le fais pas, sauf les cas les plus sensibles, parce qu'on est sur l'actualité, et l'actualité, ça n'est pas le monde des bisounours, mais très bonne remarque. Je le fais de temps en temps pour les sujets les plus sensibles. Donc on se penchera sur ce dossier qui est bien fait, comme toujours avec Le Monde, sur l'inceste et la prévention à l'école. Là aussi, je vous demanderai votre avis. Regardez, devant la justice, la colère de l'infirmière exténuée. Vous vous souvenez peut-être de ces images de cette infirmière qui avait été interpellée assez violemment. Eh bien, elle vient de comparaître en jugement, parce que pourquoi avait-elle été interpellée avec force par les policiers? C'était lors des manifestations
pour défendre l'hôpital public. Hein, c'était en juin 2020. Je suis sûr que vous vous souvenez de ces images. Eh bien, des images, justement, avaient montré que, juste avant, elle avait lancé des pierres aux policiers et leur avait adressé des doigts d'honneur. Elle est jugée pour ça. Le jugement sera rendu le 3 mai. Elle a comparu. Mais je vous demanderai votre avis. On va pas s'instaurer en tribunal. Pop, pop, pop. C'est pas le lieu, mais là aussi c'est une affaire sensible. Et plutôt que de vous asséner des faits, je vous demanderai ce que vous en pensez. Bon, regardez la une du Parisien. Rixe sanglante dans l'Essonne. Quelqu'un m'a interpellé dans le chat. Est-ce qu'on va pouvoir en parler ce matin? Évidemment, 2 ados de 14 ans tués. Ce qui me gêne, c'est qu'on manque de pourquoi. On a ce qui s'est passé, mais pourquoi des ados de 14 ans peuvent trouver la mort dans des luttes entre bandes, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit en France. Et ça, on manque un petit peu d'éléments, mais on essaiera de trouver des choses intéressantes. Il y a un dossier emploi, comment rebondir à 50 ans du Parisien qui est intéressant, qui dit attention, on parle beaucoup des jeunes et c'est important, mais les seniors, les plus de 50 ans, vont sans doute payer cher aussi la crise économique et les difficultés sur le front de l'emploi provoquées par la crise sanitaire. Voilà. Donc on lira ça. Ouais, regardez, ça c'est le dossier du Parisien. Ça, ce sont les événements de l'Essonne, avec notamment la mort de cette jeune fille, Lilibelle, 14 ans, tuée d'un coup de couteau. Alors ça aussi, sondage. Alors ça, s'il y a un sondage que je veux faire, je regarde un petit peu les commentaires entre deux trucs. Ouais. Bonjour Samuel, bonjour le FC Bienveillance. Mais merci à toi. On vient de commencer, tu n'as rien manqué. Voilà. Peux-tu nous parler rapidement de tes goûts horlogers? Je crois avoir reconnu un joli modèle à ton poignet. J'ai oublié d'enlever ma montre sur une vidéo récente. Oui. Je ne vais pas en parler là, mais juste une petite parenthèse. Peux-tu montrer le paysage par la fenêtre? Je l'ai montré il y a 5 minutes, tu es en retard. Mais je le remontrerai dans 1 heure, hein, puisqu'on est ensemble jusqu'à 10h. Jusqu'à 11h ce matin. À 10h, je vous ferai une petite visite de la montagne derrière. Je reviens à mes moutons. Oui, pour la montre, je vis avec une horlogère. Mon épouse, Hélène, travaille dans l'horlogerie. Passionnée de montres, elle m'a fait découvrir cet univers, donc j'en ai quelques-unes du coup. Là-dessus, on va faire un sondage. Le Figaro bataille en vue à l'Assemblée contre l'écriture inclusive. Hein. C'est une 60aine de députés de la majorité et de LR, donc LREM et la droite. Proposition de loi. Hein. Proposition de loi, c'est quand ça vient des députés. Projet de loi, c'est quand ça vient du gouvernement. Petit cours de droit constitutionnel. Proposition de loi qui vise à interdire cette orthographe, la fameuse orthographe inclusive, dans les documents administratifs déposés à l'Assemblée. Alors là, je vous demanderai votre avis parce que il y a des réactions tellement inutiles, l'écriture inclusive, me dit-on. Impossible à lire, me dit Valentin. Underscore VD, puisque je vais essayer de lire les pseudos. Il faut une écriture neutre. Elle est un peu exclusive pour les dyslexiques. C'est vrai ce que tu dis. Interdire cette écriture, mais ils sont vraiment graves. Vous êtes partagés là-dessus. C'est quoi ce type d'écriture? Me demande F. Clems. Eh bon, on rappellera ensemble ce qu'est l'écriture inclusive. Le Figaro a choisi clairement son camp. Il est contre. Moi aussi un petit peu. Je sais pas, on en parlera ensemble. Je ne demande qu'à être convaincu par les partisans de l'écriture inclusive. Et moi qui suis un fervent partisan de l'égalité homme-femme, notamment dans le monde du travail, je ne suis pas convaincu par cet outil. On va en parler. Libération. Quelqu'un me demandait ce matin est-ce qu'on allait parler de cette affaire, mais carrément, le plus grand piratage de données en France, 500 000 patients à nu, numéro de sécu, adresse, téléphone, grossesse, cancer, séropositivité. Coucou Hélène, il y a Hélène qui passe. Les informations sensibles issues d'une dizaine de laboratoires ont été divulguées la semaine dernière sur Internet, la fuite d'une gravité inédite. Tu veux quelque chose? Téléphone ce matin, là. C'est bon? Hop. Donc ça, c'est gravissime, nous dit Libération. On va se pencher là-dessus. De la fuite dans les données. Libération et son art du titre. Hein, ça n'est pas de la suite dans les idées, mais c'est de la... Faut que je vous mette le son. De la fuite dans les données. Je kiffe Libération.
pour cette science des titres. On feuilletera ça ensemble, on verra de quoi il s'agit. Qu'est-ce que je vous ai mis de côté? Oh, un petit coup de projecteur sur la vidéo de McFly et Carlito, hein, sur les gestes barrières. On en a parlé déjà à 2 reprises, mais ça y est, ils ont passé la barre des 10 millions de vues, donc on les attend à l'Élysée. Petite analyse de Libération qui dit c'est quand même un gros coup de com' politique cette histoire. C'est Libération qui nous l'explique. Oh, alors là, un truc passionnant dans Libération, ça fait longtemps que j'attendais un article un peu fouillé là-dessus, sur eh bien, la précarisation, la précarité qui ne cesse d'augmenter du métier de facteur. Moi, j'avais déjà eu des retours, notamment de facteurs directement, qui me disaient que leur métier avait changé ces dernières années et pas en bien. Et là, on a 2 pages dans Libération consacrées à un livre de Nicolas Jounin, qui est sociologue, qui s'est fait embaucher comme postier pour voir de l'intérieur. Voilà, super sociologue, Nicolas Jounin me dit libido vivendi. Libido vivendi, ça c'est un pseudo. Voilà, super sociologue, et ben je confirme, hein. Je confirme, c'est édifiant, en tout cas le mot est un peu exagéré, mais ça témoigne bien d'une dégradation de ce métier, et c'est bien dommage. Donc on lira ça ensemble. J'ai appris des choses. Hier, on avait des articles fascinants sur l'actualité internationale. C'était très international hier. On est allé en Birmanie, on est allé en Colombie, je ne sais plus où encore. On est allé au Mexique aussi. Et là, la une de la Croix, elle est très intéressante aussi. C'est ça qui est intéressant dans la presse écrite, hein. Je vois toujours des choses, des éléments de réflexion, ou que je n'ai jamais vus, ou que j'attendais depuis un moment, notamment sur la Birmanie et les minorités. Complexe la question des minorités en Birmanie. On pense aux Rohingyas notamment, mais pas seulement. Il n'y a pas que les Rohingyas. Et là, la Croix constate qu'il y a peut-être un espoir dans ce pays qui, depuis son indépendance, est extrêmement divisé entre minorités, avec d'un côté la majorité birmane et de l'autre les minorités ethniques. Et là, il y a peut-être un espoir de réconciliation à la faveur de la lutte commune contre le dictateur militaire, la dictature militaire qui vient de faire un nouveau coup d'État. Vachement intéressant. Un petit peu d'espoir. Voilà, puis on reviendra avec la Croix aussi sur cette polémique, pardon, à 2 centimes d'euros, hein. Désolé de donner mon avis là-dessus sur le menu sans viande des cantines scolaires de Lyon. Alors la polémique n'est pas inintéressante, hein, sur est-ce qu'il faut donner de la viande aux enfants, etc. Mais c'est la récupération politique derrière là, que la Croix dénonce très très bien ce matin. Donc on verra 2 choses, même 3 choses dans la Croix, parce qu'il y a un papier vachement intéressant sur comment se crée l'attachement du bébé, de l'enfant avec ses parents, avec la maman d'abord, historiquement, mais de plus en plus aussi avec le papa, hein. Oh, la petite remarque de Chadora, c'est le Myanmar maintenant. C'est trop mignon parce qu'à chaque fois que je parle de la Birmanie, c'est trop chou. On y a... Oh, mais pourquoi j'ai plus les commentaires? Ah, il y a eu un petit peu dans les commentaires. Alors, Myanmar, bon, je vais peut-être devoir le dire chaque jour. Donc, alors, pour certains, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui est un petit peu au courant de l'actualité géopolitique et qui me dit ah, mais on dit pas Birmanie, on dit Myanmar. Alors, on va faire très simple. Le Myanmar, c'est le nom donné il y a quelques années par la junte militaire au pouvoir, une dictature, qui a rebaptisé le pays en Myanmar. Voilà. Certains pays ont accepté, comment dire, cette nouvelle appellation, d'autres pas. En France, officiellement, on parle de la Birmanie. Tu vas voir le Quai d'Orsay, mon ami qui a fait la remarque, qui est pertinente, hein, on dit Myanmar, oui, officiellement on dit Myanmar. Mais aujourd'hui, le Quai d'Orsay parle de la Birmanie. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Parce que utiliser ce mot de Myanmar, c'est valider le régime dictatorial militaire qui a été en place en Birmanie. Moi, du coup, je dis Birmanie. Voilà, c'est mon choix. Voilà. Quelqu'un résume, Mouj de Krak, Birmanie, nom historique du pays, Myanmar, nom donné par la junte militaire. Donc voilà, moi je dis Birmanie. Pour ces raisons-là, pour des raisons politiques que j'assume. Et on ne me fera pas dire Myanmar. Donc je reviens à mon histoire de bébé. Les papas eh bien, jouent un rôle de plus en plus important, et c'est tant mieux, voilà, et du coup deviennent aussi une figure d'attachement. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est la fin, c'est comment justement l'attachement, la sécurité affective qu'on met en place autour d'un enfant, par les parents, mais pas seulement aussi, par les proches, ça peut être une nounou, ça peut être une grand-mère, etc., vont contribuer à créer un adulte équilibré dans ses rapports amoureux et amicaux plus tard. C'est vachement intéressant. Euh, voilà, hop, je lis les commentaires sur la Birmanie qui continue. Voilà, voilà. Ouais, très bien, très bien. Mais c'est bien, c'est bien. Mais on peut échanger, hein. Je comprends que quelqu'un me dise officiellement c'est Myanmar. C'est vrai, factuellement. on- euh, la Birmanie s'appelle désormais le Myanmar. Mais je donne toujours cet exemple aussi. Il y en a d'autres, hein. Le régime fou qui s'est installé au Cambodge, hein, les Khmers rouges,
il y a un moment déjà, avait rebaptisé le Cambodge Kampuchéa démocratique, hein. Donc il aurait fallu dire à l'époque Kampuchéa démocratique. Et à l'époque, déjà, eh bien, beaucoup de pays ont continué à dire Cambodge parce que le régime derrière, et on s'en est rendu compte assez vite, était un régime totalement fou qui a tué des millions de personnes. Donc voilà pourquoi parfois il faut refuser les appellations officielles de certains pays pour ne pas valider le régime qui a décidé ce changement sémantique. Cet article de la Croix sur les enfants est vachement intéressant. Ah, Éric Zemmour, mais alors on n'en parle plus que de lui. Éric Zemmour, c'est l'Express. On a lu il y a quelques jours ensemble cette une de l'Express assez surréaliste qui nous disait que Éric Zemmour pensait peut-être à la suspense. Éric Zemmour pense peut-être à la présidentielle. Et oui, et bon, ben, l'opinion se demande ce matin, Éric Zemmour fera-t-il mieux que Christiane Taubira? Pourquoi Christiane Taubira? On lira ça ensemble, une histoire de site internet, etc. etc. Bon, ça, ce sera pour la séquence melon, puisque une pleine page dans Nice Matin sur votre serviteur qui continue à ennuyer tout le monde avec ses histoires de Twitch dans les journaux. J'ai encore une interview ce matin à 11h. Bon, ceci étant dit, on va aller voir maintenant les unes de la presse en région. Mais pour ceux qui sont... Oh, je vais aller baisser le chauffage parce que le soleil est en train de taper derrière là. Hop, ça c'est l'une de la presse en région. Tac, tac, tac. Normalement vous les avez. Samuel Etienne président. Samuel Etienne président. Ouais, quelqu'un a deviné la pause qui allait venir là. Voilà, c'est là qui me connaissent bien. Samuel Etienne président. J'adore cette vanne qui circule un peu sur Twitter je précise que c'est une vanne, sur ma possible Samuel 2022. Vous êtes trop mignon. Ma possible candidature à la prochaine présidentielle. Hein, il y a même une affiche qui a circulé, il y a déjà un slogan qui n'est pas Monsieur C 2022, non, c'est qui est la France. Étienne, la France, Étienne. alors, c'est une vanne pour l'instant. Ouais, alors pourquoi ce serait une vanne? Je n'aime pas la politique. Alors, moi, je suis passionné par la politique parce que la politique, c'est la vie dans la cité, c'est s'intéresser aux affaires de son pays et de sa nation. Et puis, je pense que c'est important de s'en occuper. Donc, j'aime cette politique-là. Alors, en faire, non, parce que moi, à une époque, j'ai beaucoup fait d'interviews politiques. J'ai animé sur France 3 2 années de suite un magazine politique, donc où j'interviewais chaque semaine des politiques. Et puis, à iTélé, et puis à France Info et ailleurs, j'en ai interviewé pas mal. Et non, la politique en métier, franchement, c'est dur, hein. Vous savez, moi, je suis assez. Moi, alors, je sais que c'est pas très populaire de dire ça, mais moi, je suis assez. Je dis chapeau aux hommes et aux femmes politiques. Pas tellement parce que je suis convaincu, hein, mais parce que, waouh, quel boulot, quoi. Quel boulot. Alors, je sais que certes, parfois, c'est le goût du pouvoir, et aussi parfois, c'est les convictions aussi, hein, qui amènent à ce sacerdoce. Mais c'est un sacerdoce, quoi. Mais quel job, quoi. Mais tu en prends tellement plein la tronche. T'es en responsabilité à l'heure de l'actualité H24, 7 jours sur 7. Avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'infos en continu qui veulent te faire croire à chaque minute qu'il se passe quelque chose de gravissime. Certaines en tout cas, France Info, non, on est un peu plus dans le décryptage. Franchement, c'est devenu un job chaud, quoi. Et je souhaite pas ça à mon meilleur ennemi. Donc non, non, je ne serai pas candidat à la prochaine présidentielle. Genre, je suis obligé de démentir ce qui est une vanne. Mais c'est très sympa de votre part d'y penser. Et puis j'ai demandé à Hélène, elle m'a dit que non, l'Élysée, non. Ah non, non. Elle est pas du tout tentée par le bâtiment. Je vais aller baisser le chauffage là parce que je crois que. Oh, il y a une montgolfière, bordel! Il y a une montgolfière! Oh, incroyable! Ah, bouge, hop. Regardez, regardez, regardez! Regardez, c'est fou! C'est trop beau! C'est la première fois que j'envoie une de mon séjour. Alors là, elle est tout près là, on se rend peut-être pas compte. Truc de malade! Ah, elle est juste au-dessus de la station, hein? Oh là là, c'est tellement beau! Waouh! Oh, le kiff! Ah, ils doivent être bien là-haut. Bon, jamais je monterais dans un truc comme ça, moi. Il y a des trucs que je fais pas comme ça, l'hélicoptère, la montgolfière, le saut élastique. Voilà, voilà, je suis moteur au quotidien depuis que je suis gamin, ça me suffit comme prise de risque. Donc tout ce qui est s'élever dans les airs. Ah ben d'ailleurs, elle est en train de s'en aller là. Oh, je voulais partager ça avec vous, cette folie. Alors la matinée Étienne, c'est vraiment l'endroit où il se passe des choses de malade. On parle de la présidentielle et paf, il y a une montgolfière qui passe dans le ciel. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Hélicoptère, j'en ai fait, non. Non. Ah non, hélicoptère, non, non plus. Ah non, jamais ces trucs-là.
Alors je sais, statistiquement la moto c'est plus dangereux, hein, que tout ce que j'évoque, mais je ne veux pas de ça, quoi. Donc, donc pas de présidentielle. La presse en région dans un instant. Après, pour ceux qui sont là pour la première fois, il y a un truc qui est sacré ici. Outre le respect les uns les autres, c'est le café. Le café, il y a plein de pauses café parce que c'est mon kiff. Et il y a même une musique pour le café que voici. Et pendant ce temps-là, vous aussi, vous pouvez boire du café. Ou autre chose. Parce qu'on est cool, vous faites ce que vous voulez. À ce bonheur. Alors j'aime le danger, hein, puisque je n'ai pas emmené mon thermos, donc je me retrouve à boire des immenses tasses de café au-dessus de tous mes ordinateurs, ce qui est super. Ah, le chauffage, j'ai oublié le chauffage. Merci. Quelqu'un qui me dit dans le chat, va baisser le chauffage. Je suis tellement distrait. C'est quelqu'un qui me le. Oh, vous êtes plusieurs à me le rappeler, t'as oublié de baisser le chauffage, vous êtes trop mignon. Bon, en fait, il était déjà baissé, c'est juste qu'il fait tellement beau que ça tape. Bon, allez, assez parlé de moi et de la météo. On y va à la une des journaux. En région, le Berry républicain, indétrônable voiture. Ouais, c'est pas la première fois que je vois ce constat. Selon une des toutes dernières études publiées par l'INSEE, la voiture reste loin en tête le mode de déplacement favori des actifs de la région Centre-Val de Loire. Et je vous spoil, hein, c'est vrai pour toute la France. Le Berry républicain, voilà, qui en fait, tu sais, à une époque, on s'est dit, la voiture, c'est un outil du passé, ça va être, le futur, c'est transport en commun, c'est plein de choses. Et en fait, notamment, voilà, encore plus depuis la crise du Covid, me dit Portos underscore 7. Je suis très précis quand je cite les pseudos. Eh bien, effectivement, la voiture est plébiscitée. Alors, donc, il y a la crise sanitaire, bien sûr. Et puis, c'est pas tout. Hein, c'est pas tout. Il y a il y a beaucoup de gens qui vivent dans des petites villes, bien sûr, des petites communes en France, et pour qui la voiture est vraiment un instrument au-delà de la liberté hyper nécessaire pour le déplacement, pour les courses, tout ça, pour emmener les enfants à l'école ou autre activité. Et puis, il y a un autre mouvement qui fait que les grandes villes attirent un peu moins. Alors, on va voir si ce mouvement se confirme. C'est un frémissement, mais à la faveur de la crise sanitaire, eh bien, les Français sont nombreux à redécouvrir les charmes des plus petites villes, des villes moyennes, des petites villes. Et là aussi, souvent, quand les réseaux de transport en commun sont insuffisants, eh bien, la voiture est un outil nécessaire. Moi, je ne suis pas un anti-bagnole. Je pense juste que la voiture doit se révolutionner. Alors, hein, vous connaissez les débats, les polémiques là-dessus. Est-ce que c'est par le tout électrique, l'hybride, l'hydrogène? Vaste débat, mais moi, je ne suis pas un anti-bagnole, à condition qu'elle se révolutionne, qu'elle se transforme et qu'elle nous pollue un peu moins. Tiens, à propos d'air, un air de campagne, nous dit le bien public dans la région de Dijon. Alors, je valide à mort le titre, puisque il y a un petit jeu de mots sympa. Un déplacement hier en Côte d'Or du ministre du président Macron. Elle est drôle cette photo avec les petits cochons là. Sur le thème de l'agriculture, puisqu'on rappelle que ça devrait être la semaine du salon de l'agriculture, évidemment empêché pour des raisons de crise sanitaire, d'où ce déplacement sur le thème de l'agroalimentaire et de l'agriculture hier du président Macron. Un air de campagne parce que bien évidemment on se rapproche de 2022 et vous allez voir qu'à partir de maintenant, quasiment tous les débats politiques, comme l'histoire de la cantine à Lyon, le menu à la cantine à Lyon, tout prend une connotation 2022. Voilà. Ça, j'ai lancé un débat sur la voiture. C'est bien parce qu'il y a ce que je vous raconte et puis il y a les échanges que vous avez dans le chat. Là, en ce moment, par exemple, sur la voiture. Ça, c'est génial. Quel outil Twitch, mais quel outil. Quel outil. Euh, donc ça, c'est la une du bien public. Je vois que Centre Presse s'intéresse, et c'est bien, à nouveau à la précarité étudiante, hein, puisque la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui est un petit peu polémique, à qui on a reproché de ne pas s'occuper assez des étudiants, a rencontré hier une quarantaine d'étudiants à la préfecture, du côté de Poitiers. Voilà. Voilà. Alors, les mauvais esprits diront, ah, voilà, il était temps. Je ne dis rien, moi. Je ne dis rien. On continue plutôt. Euh, ouais, d'accord. Ok, je vois plus. C'est pas vraiment de l'info régionale, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est pas parce qu'on est un journal régional qu'on ne parle que de l'actualité locale. Hein, évidemment, on s'intéresse beaucoup aussi à l'actualité nationale et internationale et
au-delà, dans l'espace, cette mission Persévérance fascine. Ici, la guerre des étoiles est à la une du Dauphiné libéré dans la région de Grenoble. Bon, la crise sanitaire, le Covid, j'en parle beaucoup moins qu'il y a quelques semaines. J'en ai pris ce parti, qui est celui-ci que je vous ai déjà expliqué. C'est bon, on a compris qu'on vivait une crise sanitaire. C'est bon, on a compris qu'on n'allait pas la vaincre tout de suite, cette épidémie, que des outils, que des armes allaient se développer, notamment les vaccins. Donc je ne vous donne plus que ce qui est véritablement nouveau, qui peut faire avancer le débat. Je ne vous répète pas ça tous les jours, parce que sinon vous allez finir par en avoir marre. Une vague dont on ne voit pas la fin. Au CHU de Strasbourg, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Malgré les vaccins, les variants entretiennent l'incertitude. Ça, on le sait, je ne vous le redis pas. Mais il y a des unes que je vous signale quand même. Tiens, c'est drôle. Bon, on va finir par parler beaucoup de déplacements ce matin, puisque la Dordogne libre nous parle du Péribus, hein, qui n'est pas un personnage d'Astérix. Excellent. Tellement honte de mes vannes parfois. Sous le charme du bus électrique qui s'appelle Péribus, testé par Péribus depuis lundi et pour 2 semaines. Ah, c'est un test. Le bus 100% électrique bleu va circuler sur les lignes A, B, C, D du réseau. Voilà. Usagers et conducteurs semblent déjà conquis par ce nouveau moyen de transport. Moi, je kiffe. Cécile de Péribus me dit Picbullmeister, j'adore. Cécile de Péribus, je kiffe. Vive la Dordogne, me disent certains dans le chat. Ça me plaît, ça, j'ai vu à Paris, hein, près de chez moi, circuler ces bus électriques. Mais ce kiff, c'est kiff. C'est presque trop beau, hein. C'est presque trop beau, c'est gros machin qu'on n'entend pas. Mais quel kiff, parce qu'un un bus en ville, ça fait quand même vachement de bruit, sans compter que ça pollue des masses. Mais le bus électrique, je ne sais pas s'il y a des spécialistes là, parce que je sais que déjà ça coûte plus cher à l'achat, puis je me dis que ça doit avoir... doit poser des problèmes d'autonomie. Et moi, c'est un sujet que j'ai pas gratté encore. Je voudrais bien savoir si à Genève, ça fait déjà 2 ans, me dit Dablaneuf. Euh, Oh merci, je pense que ce message va se perdre dans la masse, mais je voulais te remercier car grâce à toi, ma révision des concours de journalisme et du suivi de l'actualité est facilitée. Bah tu vois, il ne s'est pas perdu dans la masse et je te remercie. Les bus électriques en Bretagne ne démarraient pas par grand froid, me dit quelqu'un dans le chat. Attention, accident, pas de bruit. Oui, évidemment, il faut être prudent. Mais on va faire attention. Voilà, je regarde. Euh, à Antony, ils le sont depuis longtemps. Tous électriques, t'es sûr? Parce que je pense que c'est un problème de... À Bruxelles, il y en a depuis 3 ans. Voilà, voilà. Alors c'est le débat, il faut bien produire de l'électricité, donc il y a bien une pollution quelque part, on est d'accord. Il ne faut pas s'arrêter juste à l'émission, il faut voir comment a été produite l'électricité, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour les infrastructures de recharge, me dit Techno Sam, que ça peut poser problème. L'hydrogène, ce serait mieux pour les transports. Il n'est pas impossible effectivement que pour les transports en commun ou de marchandises, l'hydrogène se révèle la solution. J'ai vu des articles là-dessus. Le vrai sujet, c'est les batteries, on est bien d'accord. Ouais. Ouais, oui, je regarde, hein. Je voudrais savoir en fait si, si quelqu'un a l'info de l'autonomie en fait de ces bus électriques. Parce que ça roule toute la journée ces histoires-là. Ou alors il en faut plusieurs, on fait des roulements. Ouais. Ah ben voilà. Merci Dragoa. J'ai travaillé dans une entreprise qui fabrique en partie des bus électriques, c'est Magic Twitch. Et il y a différents types de batteries, soit qui peuvent tenir toute la journée, waouh, soit parfois il faut des charges rapides régulières. Waouh, c'est génial. Et puis je sais qu'il y a d'autres pistes comme une recharge permanente qui par le sol, on pourrait avoir des sols qui rechargent les batteries. Voilà. Bon, merci pour le. Il faudrait qu'on ait ce débat. Moi, ça me fascine ces histoires de bus électriques pour la pollution et le bruit. Je salue Marie-Sophie Lacaro, ma consoeur, ex-présentatrice du Trésor de France 2. Tiens, à propos de France 2, j'aurai peut-être un truc à vous raconter dans pas longtemps. Bon, j'en dis pas plus. Suspense. Peut-être un truc que je vais faire. J'en dis pas plus. Marie-Sophie Lacaro face à nos lecteurs. Bon, elle a basculé, Marie-Sophie. Alors, pas du côté obscur de la force, mais chez nos amis de TF1. Voilà. Son talent a été reconnu par nos confrères et donc ils l'ont débauché. Bah, c'est très bien. Et donc là, elle est face au lecteur de la Dépêche du Midi. Elle est juste hyper gentille, hein. C'est la fille la plus simple et la plus cool. Non pas la fille que j'ai. C'est pas vrai, j'en ai croisé d'autres des sympas dans ce métier. Mais elle est vraiment facile et sympa. Marie-Sophie Lacaro, vraiment, elle se prend pas trop la tête. Et donc, elle n'est pas trop langue de bois, effectivement. Puis ils vont parler d'audience, ils vont parler du fameux incident technique du 18 février. Vous savez, quand TF1 n'a pas été en mesure de diffuser son 13h, c'est un peu comme quand ça crache dans le stream.
Sauf que, ben, au lieu d'être, vous êtes combien ce matin? 10 000, un peu plus? Au lieu d'être 10 000, bon, bah là, c'était plusieurs millions de téléspectateurs qui ont été privés du 13 heures de TF1. Pop, 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 pop. Ça fait des ordres. Ça a dû crier quand même. Euh, ah oui, le mot malheureux. Oui, donc, oui, quand je disais facile, facile, elle est facile pour bosser avec. Alors là, bon, le choix des mots était pas approprié. Ben, merci de me l'avoir fait remarquer. Ouais, facile à vivre. Ouais. Bah, voilà, quand je veux aller trop vite, je me rends compte qu'en ne complétant pas ma phrase, merci de la remarque, hein. Donc, c'était pas le compliment. Non, 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 mais quelqu'un me dit facile dans le sens facile à vivre, arrêtez de vos conneries. Non, mais ils ont raison de me faire remarquer que c'était pas la bonne expression, même si vous avez compris l'esprit. Donc, la boulette, elle est pour moi là. Donc, qu'est-ce que je disais comme bêtise? Est-ce que j'ai plus d'informations sur cette panne à TF1? Non. Non, moi, les infos que j'ai eues dans les heures qu'on suivit, parce que ça intéressait tout le. Donc, vous êtes un peu plus de 10 000, c'est cool. On sait pourquoi TF1 a craché? Non. Une autre question de temps que jette. Moi, les infos que j'ai, c'est que c'est un logiciel qui s'appelle Dalet, qui est utilisé par la plupart des chaînes en France. À France Info, on utilise Dalet aussi. C'est un logiciel qui nous permet de mettre, de faire plein de choses, notamment de créer des conducteurs, de mettre les sujets pour les préparer pour leur diffusion à l'antenne. Et là, a priori, ce serait un crash de Dalet. Oh, j'adore la vanne. Polo la science. Tout le monde se lève pour Dalet. Ah, j'adore. tout, tout le monde se lève pour Dalet. Dalet, ça s'écrit D-A-L-E-T. Ça s'écrit, si c'est bon, c'est Dalet. Ça s'écrit D-A-L-E-T en fait. Dalet. Et en fait, là, c'est un peu. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'était plus Delete. Delete. Je sais pas comment on dit pour effacer, quoi, que Dalet. Voilà. Donc oui, et donc ce serait un crash de Dalet, ce qui m'étonne pas, c'est un logiciel, hein. Et nous, ça nous est arrivé de crasher Dalet à France Info, mais bon, pas jusqu'à être privé d'antenne. Donc c'est arrivé à nos confrères de TF1. Sauf que là, ce qui n'a pas marché, alors le piratage, quelqu'un me dit, j'ai entendu dire que c'était un piratage pas du tout confirmé. Moi, je suis sceptique sur l'idée du piratage. Pourquoi? Parce que franchement, moi, si je suis pirate, c'est-à-dire à supposer que j'ai les connaissances informatiques pour être pirate, alors que j'ai du mal déjà à streamer, eh ben, c'est pas le 13 heures que j'attaque, j'y vais franchement. J'attaque le 20 heures, puis j'attaque le 20 heures en plein 20 heures, pas avant, parce que là, le 13 heures n'a pas été capable de prendre l'antenne. Le problème, le crash s'est produit avant. Donc moi, si je suis pirate, je crache le 20 heures et pendant le 20 heures. Donc je crois pas du tout au piratage, et d'une. Et là, en priori, donc c'est un bug d'un logiciel, d'après les infos que j'ai, à vérifier, hein, tout ça, je le tiens de. C'est pas carré carré. Et du fait que les outils de backup, de secours, n'ont pas fonctionné. Bon, c'est ça. Alors après, c'est vrai que comme c'est un journal extrêmement regardé, peut-être même le JT le plus regardé en Europe, c'était l'info qu'on donnait du temps de Pernod, les audiences sont toujours aussi bonnes, et bien ça a fait parler beaucoup. Voilà, d'ailleurs, je vois que ça vous fait beaucoup réagir. Auto, boulot, dodo, c'est quoi? Éco-républicain? Bah, c'est toujours le fait qu'on est toujours hyper accro à nos voitures. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ok, on continue. Toum, 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 toum. Ah, regardez, on voyage un petit peu, on va chez nos amis de La Réunion. Le GIR, le JRC, le journal de l'île de La Réunion, qui parle d'un couvre-feu général, tiens. Et là, on apprend ben, que La Réunion n'est pas concernée par notre couvre-feu de chez nous à 18 heures. Regardez, l'interdiction de circuler de 22 heures à 5 heures, c'est 22 heures là-bas, est étendue à toute l'île. Donc comprenez qu'il n'y avait qu'une partie de La Réunion qui était concernée par ce couvre-feu qui ne commençait qu'à 22 heures. Un énième tour de vis avant une possible avancée du couvre-feu à 20 heures. Attention, ouais, j'ai vu l'info hein, sur l'interprète en langue des signes, mais je l'ai vu. C'est pas la peine de le recoller parce que ça pollue un petit peu le chat sur la possibilité de traduire certains de mes lives en personnes malentendantes. J'ai reçu le message, je l'ai reçu le message. Je l'ai reçu. Non, faut pas bannir faut pas bannir la personne. Non, faut pas bannir la personne qui a relayé ce message parce qu'elle est bien intentionnée. La proposition m'a été faite de, de faire une place pour une personne pour traduire. C'est du boulot, hein. 2 heures tous les jours, je sais pas, hein, si c'est possible ça. Est-ce que la personne serait disponible 2 heures tous les jours pour traduire mon stream en langue des signes? Il faut que je trouve du temps pour en parler avec la personne qui m'a proposé ça. Voilà, mais on ne va pas bannir la personne
m'avoir parlé de cette initiative, même si ça a donné lieu à un petit copier-coller dans le chat, là, un petit peu perturbant. Donc, on apprend, je reviens au couvre-feu, à la Réunion, que il va peut-être avancer à 20 heures, mais qu'il est beaucoup moins sévère que chez nous. Voilà. Sinon, il existe des extensions pour streamer, peut-être qui met un sous-titre auto. Voilà. Ouais. Ah, j'ai pas la rêve de banner les modos. Non, bah non, faut pas bannir les modos. Euh, ouvre les subs, Samuel, pour être récompensé pour ton taf, me dit Junior Latifi. Oui, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les subs ne sont pas ouverts. Ici, on ne peut pas s'abonner à ma chaîne. C'est un choix que j'ai fait au début parce que je voulais voir ce qu'il en était. Je voulais vivre ma petite expérience de Twitch. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. C'est du plaisir, hein, mais c'est du temps, c'est au moins 2 heures chaque jour. Et puis un petit peu de préparation. Ce matin, je me suis levé à 5 heures quand même pendant mes vacances pour lire les journaux, pour vous. Alors c'est un plaisir, mais ça me prend beaucoup de temps. Est-ce que je ne vais pas ouvrir les subs un jour pour permettre à qui veut d'ailleurs, sans obligation évidemment, de soutenir ce travail? Peut-être. Mais c'est une discussion que j'ai avec mon employeur France Télévisions parce que je ne peux pas prendre ce genre de décision sans l'accord de mon employeur, ce qui est normal. Je suis assez légitimiste sur ce point. J'attends le retour sur la question. Il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Hop, j'aime bien cette idée-là, regardez. Hein, on se préoccupe des jeunes, on se préoccupe des seniors aussi. C'est la une du journal du centre pour que la vie sociale continue malgré tout. Euh, toc. Après l'arrêt de nombreuses animations, les retraités voient leur vie sociale réduite. Mais c'est très compliqué, notamment dans les EHPAD. Partout dans la Nièvre, associations, centres socioculturels et élus se mobilisent. Eh ben, c'est très bien. Ateliers en ligne, activités en petits groupes, comme la marche nordique. On les voit là, ils sont bien équipés en plus, hein, c'est des champions là. Contacts réguliers au téléphone, autant de solutions pour maintenir un lien. Parce que moi, à un moment, je trouvais qu'on ne parlait pas assez des jeunes. Hein, notamment les étudiants, et de la crise qu'ils traversent, notamment avec ce distanciel imposé. Mais alors, pardon, hein, je trouve que au niveau de l'isolement des personnes âgées par... c'est sympa, il y a quelqu'un qui... Merci beaucoup. Qui rappelle qu'il y a un podcast. Du coup, je vais vous mettre le lien. Merci beaucoup. Il y a un podcast aussi de la matinée Étienne pour ceux qui veulent la version audio. Hein, depuis quelques jours, j'ai créé un petit podcast et je vous mets l'adresse là. Quelqu'un l'a mis à l'instant, je vous le remets. Tac. Et comme je suis chez moi, je vous le mets plusieurs fois. Voilà, c'est ça. En fait, quelques heures après, le temps ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, sur Spotify, vous avez le podcast si vous voulez écouter en voiture ou en vous promenant ou en faisant de la marche nordique. Donc oui, moi je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à l'isolement des personnes âgées. Là en ce moment, c'est pas facile. Ouais, papa, on parle de plus en plus de cyberattaques en France. La preuve, c'est la une du Maine libre. On a dans la région du Grand Mans. Ouais, regardez cet écran comme il fait peur. Crypto Locker Virus. Notre dossier dans le Maine libre. Donc les attaques des systèmes informatiques sont de plus en plus violentes. Waouh. Je reviens au débat précédent, je vois un commentaire de Zuckerberg. Mon arrière-grand-mère m'a dit récemment, c'est cool que tu aies ton arrière-grand-mère déjà, m'a dit récemment au téléphone que c'est pire que la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Elle vivait en zone occupée en 39-45. Alors la comparaison, elle choque, mais elle montre bien, elle montre bien que l'isolement des personnes âgées est peu relayé, me dit un autre viewer dans le chat. Je suis d'accord, effectivement, mais je suis sûr qu'on sous-estime les dégâts psychologiques pour les seniors. Non, non, la phrase peut choquer, mais non, 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 mais franchement, attention. D'abord, la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas été catastrophique pour tout le monde. Hein, tout le monde n'était pas en zone de combat, donc attention. Hein. Donc la comparaison peut surprendre certains. Attention, hein. En France, certains c'était occupé, mais dans certaines zones, il y a eu plein de commentaires qui disent que voilà, ils n'étaient pas en zone de combat, attention. Et donc, moi, la comparaison me surprend, mais elle me choque pas tant que ça. Euh, il faut qu'on parle de l'isolement des personnes âgées. Quelqu'un vient me dire, et si tu faisais une parole Étienne, hein, c'est la déclinaison parole de la matinée Étienne, c'est-à-dire le soir, j'en ai fait déjà 2 sur le malaise étudiant justement et sur le télétravail. La parole Étienne, je donne la parole à des viewers qui deviennent des auditeurs et qui interviennent pendant 2-3 heures pour parler d'un sujet. La parole est tienne sur l'isolement des personnes âgées, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Voilà. Mais ne jugez pas cette comparaison. Hein. Si cette personne le ressent comme ça, c'est qu'elle le ressent comme ça. Voilà. Et moi, elle me choque pas plus que ça.
Voilà. Même si elle peut surprendre. Donc on essaiera de faire une parole Étienne sur l'isolement des personnes âgées. En tout cas, ici on est sur les cyberattaques. La Sarthe aux aguets. Dans le département de la Sarthe, hop, j'ai quitté la une, je vous la remets. Eh bien, des sites sensibles comme les établissements de santé, et on va en parler avec Libération ce matin, renforcent leur vigilance. Allez, j'accélère parce que je suis trop bavard ce matin. Euh, ok. Bon, alors, rien ne va plus dans cette région. On est où là? Toc. Désolé, ça bug un peu. Parce que ma tablette, elle n'est pas connectée à mon téléphone, elle est connectée à la box d'ici qui a un petit peu de mal. Midi libre, dans la région de Montpellier, région qui cumule les excès. Pop, pop, pop. Tabac, alcool, drogue, notre consommation bat des records en France et inquiète les autorités qui ont décidé de lancer une feuille de route de lutte contre les addictions. Manifestement, il y a un petit souci dans la région. Bah, je ne savais pas ça. Bon, bah, quel enchaînement. Les ados déjà accros. À quoi? Bah, si j'en crois à cette photo, c'est pas aux céréales, hein. Quoiqu'à la base, c'est une plante aussi. En France, pays d'Europe de la consommation, où la consommation est la plus importante. De quoi? Bah de quoi? Ils disent pas. Ils disent drogue. Bah, j'en conclus de cannabis ou d'herbe, vu la photo. En France, pays d'Europe où la consommation est la plus importante. Bon, bah, on va dire de drogue alors. Plus de 7% des jeunes de 17 ans ont une consommation régulière de cannabis. Plus de 7% des jeunes de 17 ans. Moi, je pensais que c'était plus, moi. Quels risques courent les adolescents et comment les aider? D'accord, ok, bon, bah, c'est pas tellement nouveau. Ce qui m'intéresse plus, c'est le débat sur éventuellement la légalisation du cannabis en France, dont se sont emparés certains responsables politiques. En tout cas, la question est de savoir si la répression contre la consommation est la bonne solution aujourd'hui. Certains politiques pensent que non. On avait lu un article très intéressant récemment qui nous disait que ça pouvait être l'un des thèmes de la prochaine présidentielle. L'un des thèmes. Nice Matin, bah alors Nice Matin, Nice, elle est intéressante cette une de Nice Matin parce que voilà, ils ont appris qu'ils allaient se reconfiner pour 2 week-ends, hein, les Niçois, les habitants du littoral aussi, puisque les chiffres de la crise sanitaire sont très mauvais là-bas. Ce qui vous attend, des détails restent à régler côté officiel, la vie pendant les jours à venir, mode d'emploi, à la une de Nice Matin. On s'inquiète dans d'autres régions parce qu'on se demande si ce qui vient d'être décidé à Nice ne va pas se décider, si ça n'a pas une forme de test dans d'autres départements, d'autres régions, comme à Dunkerque où les chiffres ne sont pas très bons non plus. D'où cette une de Nord Éclair. Faut-il, on est du côté de Lille, hein, faut-il craindre une vague dunkerquoise, hein, le Dunkerquois est dans l'œil du cyclone, nous explique Nord Éclair avec un taux d'incidence qui est très mauvais. Voilà. La métropole lilloise parvient, elle, pour le moment, à contenir l'épidémie jusqu'à quand? Voilà, si je ne me trompe pas, c'est le variant anglais qui est très présent dans ces régions. Ok, un peu de Covid quand même. Tiens, j'aime bien Ouest France aussi. Vous savez pourquoi? Ouest France, c'est un journal qui est le premier quotidien de France, d'ailleurs par son tirage, hein, qui s'intéresse à l'actualité régionale, évidemment, ils ont de très 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 bonnes pages sur l'info locale, mais qui s'intéresse énormément à l'actualité nationale, notamment la politique, et européenne et mondiale. Donc vous avez souvent des unes de Ouest France sur toute autre chose que l'actualité locale. Poisson d'eau douce, une disparition silencieuse. Elle est bien morbide cette photo, je ne sais pas si vous voyez, avec tous ces poissons morts. De quoi s'agit-il? Un tiers des 18 000 espèces de poissons d'eau douce recensées dans le monde sont en péril. Un tiers des 18 000 espèces des poissons d'eau douce, c'est énorme. En cause, les barrages, les pollutions, les pompages, la surpêche ou encore la prolifération d'espèces invasives. La tendance peut encore être inversée, mais il y a urgence. Oh là 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 là. C'est pour ça que j'aime Ouest France. Voilà. Ça parle, ça parle de la Bretagne. Ça parle de Ouest France. Ah, le débat sur quand je dis Ouest France, le journal breton, alors que c'est un journal de l'Ouest. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais pour moi, comme c'est le journal que je lisais enfant, ado et encore aujourd'hui, et que je suis breton, c'est un journal breton. Alors qu'on le lit en Normandie, on le lit aussi du côté de Nantes. Mais c'est l'Ouest. Allez. On continue. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ouais. Je vous lis que ce qui nous apporte quelque chose, hein. Ouais, ok. Tiens, j'avais pas vu cette une. Est-ce qu'on avait déjà parlé de Stella? Je crois pas qu'on avait parlé de Stella. Je crois que c'est une autre histoire autour, vous savez, de ces enfants qui arrivent à affirmer
qu'en fait, ils ne sont pas du sexe qu'on croit qu'ils sont, hein, et qu'ils s'affirment. Par exemple, Stella, qui devait être considérée comme un garçon, jusque-là, eh bien, a choisi d'être une fille. Voilà, et ça, on en parle de plus en plus, et c'est bien qu'on mette la lumière sur ces choix. Et je lis Amplepuis, donc on est à la une du Progrès, dans la région de Lyon, là. Stella a choisi d'être une fille, avec le soutien de ses parents. Bravo à eux. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Stella a changé de prénom à l'âge de 8 ans. La petite fille transgenre qui sera jeudi au cœur d'un reportage sur France 2. Tiens, livre son expérience au Progrès. Voilà. Moi, je trouve que c'est. Ah oui, bah ça divise, ça. Mais sachez que c'est. Voilà, oui, oui, choisi. Oui, oui, bien sûr que oui. Alors ça, c'est toujours des débats. Moi, j'ai dit choisi. Voilà, bah oui. Elle, oui, elle choisit pas. Oui, on est d'accord. Oui, c'est pour ça que je fais attention aux mots. Elle est une fille. Voilà. Mais à un moment, elle choisit de l'imposer aux autres. C'est ce que je voulais dire. Je sais que c'est compliqué ces sujets. Voilà. Elle est une fille, née dans un corps de garçon, hein, mais à un moment, elle choisit de l'imposer. Et c'est difficile, vous imaginez, à 8 ans. Donc moi, je dis bravo aux parents et je dis bravo aussi aux médias qui en parlent de plus en plus de ces affaires, même si c'est très compliqué d'utiliser les bons mots, puisque vous voyez. Voilà. Alors Stella a choisi d'être fille, c'est vrai que c'est le mot utilisé par le Progrès. Alors, un peu de compréhension pour nos amis journalistes, dont je suis, hein, qui connaissent encore très mal ces histoires et qui racontent pas forcément avec les bons mots ces faits-là. Voilà. Donc peut-être que le mot choisi n'est pas le bon, comme je le vois ici, euh, mais, euh, mais c'est bien de s'y intéresser. Ok. Ça parle du Covid. Oh, bah, décidément, la voiture indétrônable, oui, d'accord. À la une de la République du Centre, on a eu ce débat tout à l'heure déjà. Euh, d'accord, le vaccin, rien de nouveau. Ok, ok. Je crois qu'on a fait le tour rapidement de la presse régionale. Ah, ça c'est bien. Ah, certains nous signalent que sur Arte, il y a un documentaire qui s'appelle Petite fille qui est excellent. Voilà. Elle affirme ce qu'elle ressent, c'est génial ce progrès social dans la compréhension de l'autre. Ah oui, oui, mais carrément, t'as raison. Voilà. Bien géré, bien ton explication, Samuel, merci. C'est difficile, tu sais, même pour un vieux bonhomme comme moi, de trouver les bons mots parce que j'essaie de comprendre et parfois, parfois j'avoue que je. Étienne en sueur, faut pas forcer les gens. Non, c'est juste que j'essaie d'apprendre en fait. Et que parfois, dans le champ sémantique que j'utilise, eh bien, j'ai pas forcément le bon vocabulaire pour décrire une réalité, une actualité. Et donc, parfois, il y a des gens dans le chat qui s'y connaissent mieux que moi. C'est tout. Et donc, je lis et j'apprends. Voilà. C'est tout. Donc, c'est pas en sueur. Moi, je dis ce que je pense. Quand je pense quelque chose, là, je ne pense pas grand-chose de ça. Je suis pas du tout un spécialiste de cette question. C'est juste que je trouve que c'est bien qu'on s'y intéresse, c'est tout. Donc, c'est pas de la gêne. C'est juste que bah, je suis pas à l'aise parce que j'ai pas forcément les mots, parce que je suis pas un spécialiste de cette question. C'est tout, voilà. Quand je pense à un truc, je le dis, mais je pense pas à un max de trucs, parce que je trouve que être très convaincu sur plein de trucs, c'est super chelou, c'est super bizarre. J'ai toujours, je le dis souvent, les gens convaincus, les gens très convaincus sur plein de trucs en plus, mais ça me fait super peur. Pour être convaincu, il faut être vraiment un peu spécialiste d'un truc, non? Tu vois. Puis même quand tu es spécialiste, tu peux dire pas mal de conneries, hein. On a eu plein d'exemples sur la crise sanitaire. Moi, la conviction, elle me fait flipper, moi. Elle me fait peur. C'est bien d'avoir des convictions, mais des gens très convaincus sur plein de trucs, je suis pas sûr que ce soit un signe d'intelligence, en fait. Moi, ça m'a toujours inquiété. Moi, je pense que plus on réfléchit à des trucs et moins on est convaincu. En philo, on nous apprend la valeur du doute. Moi, je crois que plus on réfléchit, plus on a le doute. En tout cas, plus on est prudent. D'où ce temps. Donc, je suis pas du tout en sueur, en fait. C'est juste que moi, je doute tout le temps, quoi. Et puis, j'apprends aussi, hein. Voilà. Bon, merci en tout cas, j'adore. C'est tellement cool d'échanger avec vous. Vous savez pourquoi c'est bien? Tiens, la météo, pourquoi? Vous savez pourquoi c'est bien d'échanger avec vous? C'est parce que moi, ça me remet en question aussi beaucoup. Parce que, et c'est ce qui est bien ici, les médias traditionnels que je kiffe, hein, puisque là ce matin, dans la matinée Étienne, je vous lis les médias traditionnels, je vous lis les journaux. Et si je vous les lis, c'est parce que je trouve que les journaux sont géniaux et qu'on apprend tellement de choses dans la presse et qu'on devrait plus la lire. Presse régionale, presse nationale, presse magazine. Donc les médias traditionnels, je les kiffe. Mais, mais là, il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut échanger. Et du coup, ce truc qui avant était un message d'information d'un point A vers un point B devient un échange entre un point A et un point B. Et du coup, eh ben, je vois plein de réflexions qui me font réfléchir.
Voilà. Et sur plein de trucs d'actualité, bah, récemment, je me suis dit: «Tiens, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Tiens, ah oui, tiens, ça, j'avais pas vu ça comme ça». Notamment sur la question des transgenres. Voilà. Bah, j'ai des choses, j'ai des témoignages dans le chat qui m'ont fait réfléchir. Pas seulement là-dessus, voilà. Donc, je suis peut-être un vieux con de 49 ans, mais de moins en moins, grâce à vous. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On attaque la presse nationale? Allez, quelle heure il est? 10 heures, on est sur un bon rythme. Allez, pour ceux qui n'étaient pas là à 9 heures et à qui j'ai promis de montrer, ils sont où mes journaux? De montrer la vue, hein, puisque pour ceux qui étaient là à 9 heures, je vous ai montré la vue de la montagne derrière parce que je suis en vacances. Et puis après, on a vu même une montgolfière. Donc j'avais promis qu'à 10 heures, 9h59, on est bien, je vous montrerai la vue. Il faut en profiter, les gars. C'est parti. Est-ce qu'on j'ai assez de fil. Alors, est-ce qu'on voit là? Parce qu'il faut que la caméra s'habitue. Voilà, là, mais c'est tellement beau. C'est drôle parce que les premiers jours, la caméra, elle mettait une plombe à vous montrer dehors parce que à cause du changement de luminosité. Et en fait, la caméra, elle s'est habituée. Je ne peux pas aller plus loin, c'est dommage. Elle s'est habituée, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, j'avais pas pris de vacances depuis un moment, je n'étais pas allé à la montagne depuis des années. Puis là, je me suis fait un petit plaisir pour aérer la famille. Les enfants sont super contents parce que je crois qu'ils en ont un petit peu marre de Paris et de tout ce qui va avec la crise sanitaire. Et là, ça fait du bien. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de monde à la montagne, du coup, on a trouvé un plan pas cher. Voilà. Mais quelle respiration, quoi. Ah, ça fait tellement de bien. Voilà. Même si évidemment, comme je suis un peu pas malin, j'ai emmené tout mon matos pour streamer et rester sur mes écrans à la montagne. Ouais, c'est beau, c'est cool, hein. Ouais, je sais. Ouais, c'est génial. Mm. C'est magnifique. Bon, on y va, les amis? Non, petit café d'abord. Bon café. Café. Ah, je te kiffe. Allez, c'est bon, là on est chaud pour la presse nationale, on y va. Tellement de choses. Je vous laisserai à 10h55 ce matin parce que j'ai une interview téléphonique à 11h avec des journalistes pour parler de Twitch. Ouais, je sais, il y a un petit très léger décalage son-image ce matin, mais c'est pas grave, c'est parce que je stream avec mon téléphone, avec les moyens du bord. Donc je vous laisserai à 10h55. À 10h55, on fera un petit raid. Aussi, je vous inviterai à découvrir le travail d'un autre streamer ou d'une autre streameuse, de préférence quelqu'un qui n'a pas beaucoup de viewers, pour que vous puissiez découvrir son travail. C'est aussi un des aspects sympas de Twitch. C'est pas Google que je veux vous montrer, c'est ça. Pof, les journaux nationaux. Let's go. L'école en première ligne face à l'inceste. Je vous ai montré rapidement cette une du Monde. De quoi s'agit-il? Eh bien, du constat que face à la libération de la parole sur les cas d'inceste en France, eh bien, l'école a un rôle à jouer. La question, c'est est-ce que l'école est suffisamment armée? Je vous lis ce résumé qui est très bien fait. En France, une dizaine d'associations, c'est rien du tout, seulement organisent des ateliers contre les abus sexuels en milieu scolaire. Elles manquent de reconnaissance et de deux. Le gouvernement veut renforcer la prévention dans les établissements en utilisant notamment les visites obligatoires devant la médecine scolaire. Enseignants et personnels de santé scolaire sont conscients du rôle de vigie qu'ils peuvent jouer face aux violences sexuelles subies par les enfants, mais ils s'interrogent, c'est ce que je vous disais, sur les moyens mis à leur disposition et déplorent le manque de formation spécifique pour affronter le sujet. C'est tellement complexe, je comprends cette interrogation. On va se pencher sur ce dossier, mais d'abord, bon, oui, j'ai vu, il y avait une pub avec des aliens. Mais c'est une pub, les amis, on va pas s'arrêter sur la pub. Je vous ai déjà fait la pub de la montagne à l'instant. Bon, là, attention, alerte, sujet sensible. Ne vous écharpez pas dans le chat sur cette question, hein. Nous sommes entre gens intelligents. On est tous membres du FC Bienveillance. C'est la question. On va faire un sondage, donc c'est pas la peine de vous écharper là-dessus. Sur cette question qui est éminemment compliquée. Je veux votre avis, parce que moi je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas quoi en penser. Des Françaises détenues en Syrie entament une grève de la faim. Ça, c'est l'info. De qui s'agit-il? Des femmes, des Françaises qui sont parties rejoindre les rangs de l'État islamique, souvent avec leurs compagnons et leurs époux. Et puis depuis, eh bien, elles sont emprisonnées dans des camps tenus par les forces kurdes depuis la défaite de Daesh
bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il? D'une dizaine de Françaises qui avaient donc rejoint les rangs de l'État islamique, nous raconte Le Monde, qui sont actuellement détenues dans des camps dans le nord-est syrien, et elles ont entamé une grève de la faim dimanche pour, selon leurs avocats, protester contre le refus obstiné de la France d'organiser leur rapatriement et celui de leurs enfants. Et donc, communiqué des deux avocats qui s'appellent Maître Marie Dosé et Nicolas Rivière, qui dénoncent une détention arbitraire qui se décline à l'infini et sans but, alors que les autorités kurdes exhortent la France à les rapatrier depuis des années. Elles ne demandent qu'une chose, ces femmes, affirment leurs avocats, être jugées pour ce qu'elles ont fait, mais en France. Donc elles veulent être rapatriées. Voilà pourquoi elles sont parties. Voilà, le débat est parti dans le chat. Je vois qu'il est maîtrisé. Merci à vous pour votre respect les uns envers les autres. Depuis la défaite de l'État islamique, eh bien, la France applique effectivement une politique de rapatriement au cas par cas des enfants. Donc les enfants orphelins sont rapatriés assez facilement. En revanche, la France estime que les adultes doivent être jugés sur place. Le problème, c'est que sur place, eh bien, c'est l'administration kurde qui tient ces camps là de détention, et que l'administration kurde n'est pas reconnue internationalement. Donc elle ne peut pas juger ces personnes, elle ne peut pas juger ces femmes. L'option qui avait un temps été envisagée de les faire comparaître, ces femmes en Irak, a été abandonnée. Bon, la France, le message qu'elle fait passer, c'est qu'on ne veut pas de vous. Hein, on sort du langage diplomatique et la France dit on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous sur notre sol. On ne veut pas vous rapatrier, même pour vous juger, même pour vous mettre en prison. On ne veut pas de vous. Ça, c'est la position de la France. Voilà. Donc, sauf que c'est compliqué. Notamment pour les conditions, en raison de leurs conditions de détention. C'est là-dessus que leurs avocats veulent jouer. Donc ça concerne quelques 80 femmes et 200 enfants, hein, toujours détenus. 200 enfants, c'est ça peut-être aussi le problème. Toujours détenus dans ces camps, les avocats dénoncent des conditions de vie inacceptables. Certaines d'entre elles, de ces femmes, sont extrêmement malades, d'autres sont incarcérées dans une prison souterraine avec ou sans leurs enfants. Toutes se sentent éminemment coupables du dépérissement de leurs enfants, dont elles sont les seuls témoins. Dans un avis rendu en novembre, le comité des droits de l'enfant des Nations Unies a alerté sur le danger immédiat pour la vie de ces enfants, des 200 enfants que je viens d'évoquer, détenus dans des conditions sanitaires inhumaines, privés des denrées les plus basiques. Le 8 février, les experts des Nations Unies ont exhorté 57 États, dont la France, à rapatrier, donc les Nations Unies nous demandent de rapatrier ces femmes et ces enfants, dont le maintien en détention pour des motifs peu clairs, les motifs on les connaît quand même, sape la poursuite de la responsabilité, de la vérité, de la justice. Bon, que penser de ça? Je lis depuis tout à l'heure le chat, hein, c'est très compliqué. Alors, on va faire un truc qui évidemment qui est... est-ce que je vous demande votre avis là-dessus? Est-ce que je fais un sondage? Moi, je me suis dit, ce serait intéressant, je veux savoir ce que vous en pensez. Ou est-ce que... C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Allez, on fait un sondage. Un sondage, c'est réducteur parce que, évidemment, ce ne sont que quelques propositions que je vous propose. Euh, donc, c'est forcément réducteur. Mais moi, je n'arrive pas à avoir d'avis sur cette question. Est-ce que vous réussissez? D'ailleurs, je vais créer d'ailleurs une case, je n'ai pas d'avis. Moi, je me mets dedans. Parce que est-ce que vous arrivez à avoir un avis sur cette question? Est-ce qu'il faut, la question elle est simple, hein, rapatrier ces femmes, notamment euh, en raison des enfants? C'est ça la question qui est posée là, par les Nations Unies en fait. Est-ce qu'il faut rapatrier ces femmes pour les juger sur notre sol, ou est-ce qu'il ne faut pas les rapatrier? Voilà. Bon. Euh, on y va. Faut-il rapatrier ces femmes que je qualifie, moi, de djihadistes, hein, parce qu'il n'y a pas trop euh, de questions là-dessus, hein. On est d'accord? Alors, rapatrier que les enfants, moi je peux. Quelqu'un me dit, mets une case rapatrier que les enfants. C'est compliqué, hein, de séparer les parents. Je vais créer cette case. C'est un autre débat, ça, hein. Est-ce qu'on doit. D'ailleurs, je pense qu'il faut. On ne peut pas arracher les enfants à leur mère, de toute façon, hein. On est d'accord, vous voyez? Donc, rapatrier que les enfants, je ne sais pas si je vais créer cette case. Parce que ça veut dire. euh, Parce que, voilà, une mère, toute djihadiste soit-elle, elle ne peut pas se séparer de son enfant. D'accord? Voilà. Faisons. Je ne sais pas ce que va donner ce sondage. Essayons. Faut-il rapatrier ces femmes djihadistes? Voilà. Oui. Non. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas.
Mais la question, elle se pose comme ça. La question, en termes de droit international, elle se pose exactement comme je viens de la poser. Est-ce qu'il faut, notamment en raison des enfants, rapatrier ces femmes djihadistes? C'est comme ça que les Nations Unies, notamment, mettent la pression sur des pays comme la France. Donc je vous la pose comme ça. C'est pour ça que cette question elle a du sens. Je lance le sondage. Faut-il rapatrier ces femmes djihadistes? Oui, non, je ne sais pas. Voilà. On ne peut pas parler que des choses faciles. Hein. Là, on évoque toute l'actualité. Moi, je me refuse à évoquer que les actualités faciles. Donc, ce sondage est un peu compliqué, mais je vois en tout cas que des choses extrêmement pertinentes dans le chat. Je vous félicite de ne pas vous écharper sur ce thème. Vous êtes vraiment cool. Voilà. Bon, écoutez, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une majorité nette qui dit non, il ne faut pas rapatrier ces femmes djihadistes qui ont fait le choix, rappelons-le, d'aller dans ces pays, notamment en Syrie, pour mener le djihad ou accompagner et soutenir leurs compagnons dans cette entreprise. 52%, large majorité à dire non, et vous n'êtes que 17% à dire qu'il faut rapatrier ces femmes, notamment pour les raisons qu'on vient d'évoquer, les enfants, et 31%, une minorité forte dans laquelle je me retrouve, qui dit je ne sais pas, vous êtes 2000, 3000, presque 4000 à avoir voté déjà. Voilà. La tendance ne va plus s'inverser, le non faiblit un tout petit peu, mais on est au-delà de 50%, 51%. Voilà, 51%, j'arrête le sondage là, puisque d'expérience, ça ne bouge plus. 51% non, on ne les rapatrie pas. 32% je ne sais pas. Voilà. Et 17% oui. Voilà, je voulais absolument. J'ai hésité à vous poser ce sondage ce matin quand j'ai lu l'article du Monde, mais je trouvais intéressant. Et puis surtout, c'est l'idée qu'on n'ait lu d'aucune actualité. Et ça, c'est une vraie question qui se pose depuis un moment déjà. Voilà. Mais c'est un sujet très sensible, comme le dit Anto Jus à l'instant dans le chat. Je suis bien d'accord. Ok, top. Je ferme le sondage. Si vous faites un petit F5, vous avez le résultat d'F. Ok, on continue. Et puis c'est pas tout, j'ai plein de questions à vous poser sur, sur l'actualité ce matin. J'essaie d'accélérer un petit peu parce que sinon je vais, comme hier, pas réussi à tout vous lire. À l'école, des actions isolées contre les abus sexuels. Je vous ai lu ce que le Monde en disait tout à l'heure, à savoir que l'école est un petit peu désemparée. Et hop, mais il est où mon psy? Je voulais vous lire un psy là-dessus. Ah, dommage, je l'ai plus. Ah, oh, c'était passionnant pourtant. Oh, moi, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est bizarre. Bougez pas. Dans le Monde, elle est où ma capture d'écran? Tac. Hop, j'y vais tout de suite. Là, je viens de réouvrir le Monde. D'accord. Alors, sur les conséquences. Oui, alors je vous le résume, c'est un psychanalyste en fait qui s'appelle Claude Almos et qui dit, qui explique, pourquoi c'est si difficile pour un enfant de mettre des mots sur un inceste, voilà. Comment il est pris entre la contradiction de ne pas mettre en danger ses parents, en l'occurrence son père, puisque dans l'immense majorité des cas, bien sûr, le viol provient du père ou d'un homme de son entourage, un cousin, un frère, un oncle. On a beaucoup parlé ensemble déjà. C'est très difficile pour un enfant de le faire, de le mettre en question ainsi. Et puis les conséquences sur la construction en tant qu'adulte qui sont catastrophiques. Ça, c'est ce que rappelle ce psychiatre, mais on en a déjà beaucoup parlé ensemble. Voilà, c'était cet article-là. On retourne, tac, au Monde, parce que là aussi, je vais vous demander votre avis. Désolé, ce matin, c'est un petit peu les sondages clivants. C'est le procès de cette infirmière dont les images avaient fait le tour en France. Là, tout le monde les avait vues. Elle s'appelle Farida Chic. Elle avait été interpellée en juin 2020 lors d'une manifestation des soignants contre le manque de moyens. Elle avait été interpellée, interpellation assez violente, le Monde rappelle, interpellation violente de cette femme, tirée par les cheveux, traînée au sol, 4 jours d'ITT, d'incapacité totale de travail, qui avait alimenté le débat sur les techniques de maintien de l'ordre. Mais sur d'autres images, on avait vu cette même infirmière de 51 ans, quelques instants avant son arrestation, qui avait lancé des morceaux de bitume en direction des policiers, en leur adressant des doigts d'honneur aussi. Alors aucun policier n'avait été blessé, mais 4 d'entre eux avaient porté plainte. Et du coup, comparution, c'était lundi, de Madame Farida Chic devant la 29e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour rébellion, pour outrage, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique,
carte d'infirmière à la ceinture au tribunal sous l'œil de ses 2 enfants et de nombreux collègues de son hôpital qui étaient venus la soutenir. Elle est venue à la barre pour se défendre, pour expliquer que les projectiles et les doigts d'honneur ne visaient pas les policiers, mais ce qu'ils représentent, c'est-à-dire l'État qui fait obstacle à leurs revendications de personnel hospitalier. Donc elle a évoqué la lutte contre le Covid-19, qu'il avait laissé exténuer, la colère, la frustration qui était la sienne face à son maigre salaire, à ses conditions de travail dégradées. Ça fait plus de 20 ans qu'on voit l'hôpital dépérir. Les doigts d'honneur, c'est parce que l'État nous fait des doigts d'honneur depuis 20 ans. L'hôpital a-t-elle conclu, c'est ma deuxième maison, je ne veux pas voir détruire ma maison. Ça, c'est la défense, la parole à la défense. Et puis, eh bien, la parole aussi à l'avocat général, ou plutôt à la présidente du tribunal d'ailleurs. C'est la présidente du tribunal qui a pris la parole, qui a dit autre chose. Elle a dit, ben, Madame, il y a des manières de manifester son mécontentement. Voilà. Elle a voulu revenir aux faits. Vos gestes sont dirigés contre l'État, mais ce sont des hommes que vous avez en face de vous qui n'ont pas à être victimes de ces agissements. Et ce qui est frappant, a souligné la procureure cette fois, c'est que quand des policiers sont poursuivis pour des violences, ils ont exactement le même discours, la fatigue, la colère qui génèrent des actes inconsidérés. Les revendications des soignants se comprennent, dit la procureure, mais après avoir estimé que la prévenue avait été dépassée par la dimension symbolique de l'affaire, elle a requis 2 mois de prison avec sursis, car jeter des cailloux, c'est un acte violent et les doigts d'honneur sont un outrage. Sondage très rapide, on ne va pas nous s'ériger en tribunal, mais je voulais savoir si pour vous, cette infirmière mérite d'être condamnée, même à de la prison avec sursis. Ou doit-elle être relaxée? Alors, on ne s'érige pas en tribunal, hein. C'est juste que je vois votre avis sur cette affaire. Là aussi, j'ai du mal à moi avoir un avis de citoyen. Voilà. Les faits sont répréhensibles, mais il y a un contexte. Est-ce que ce contexte excuse ou pas? Oui, non, je ne sais pas. Voilà. Je ne fais pas autant de sondages d'habitude, mais je trouve que l'actualité s'y prête ce matin. Cette infirmière mérite-t-elle d'être condamnée? Oui, non, je ne sais pas, c'est parti. Voilà. Hop, c'est parti. J'ai une petite idée de la réponse. Je vais voir si je me trompe. Ah bah non, là, je me trompe. Oh, c'est fou, je me trompe. Je me trompe souvent avec vous. J'étais persuadé qu'une majorité d'entre vous me dirait non, elle ne mérite pas d'être condamnée. Eh ben non, vous êtes 64% à me dire oui, oui, cette infirmière mérite d'être condamnée. Donc je rappelle que la procureure a réclamé de la prison avec sursis, hein, c'est 2 mois, je crois, 2 mois de prison avec sursis, oui c'est ça. Jugement le 3 mai, et vous êtes 62% à valider en fait le fait qu'il faille une condamnation. Voilà. Et que 24% seulement à dire le contraire, que cette infirmière ne mérite pas d'être condamnée, et 14% à me dire je ne sais pas. La tendance elle est là, vous êtes 3000, 3500, presque 4000 à avoir voté déjà. La tendance elle ne va pas bouger. Je le sais, petit F5 dans le chat si vous voulez voir le sondage. Mais vous voyez, là, vous m'avez surpris, je ne m'attendais pas à cette réaction. Ok. Allez, on continue et on accélère, Samuel. Comment rebondir à 50 ans? Je vous résume le dossier du Parisien ici. Eh bien, c'est le constat que oui, on parle des étudiants qui traversent une période difficile. Oui, on parle des jeunes actifs pour qui c'est une période, mais juste tellement affreuse pour arriver sur le marché du travail. Mais les conséquences économiques de la crise sanitaire, les plans sociaux qui s'annoncent vont être destructeurs aussi pour les seniors, pour les plus de 50 ans. Et c'est pas parce que j'ai 49 ans que je vous en parle, mais c'est parce que le Parisien s'inquiète. Alors, je lis cet édito d'Ève Roger, excellente journaliste du Parisien maintenant, que j'ai connu à Europe 1 longtemps. Vous avez forcément déjà entendu parler du dispositif du ministère du Travail, baptisé Un jeune, une solution, écrit Ève Roger ce matin. 7 milliards d'euros pour inciter les entreprises à embaucher un débutant de moins de 25 ans, malgré la crise du Covid. Mais connaissez-vous son pendant? Un senior, une solution? Eh ben non, c'est normal, il n'existe pas. Et pourtant, l'emploi des plus de 50 ans est lui aussi menacé par la crise sanitaire. Plusieurs secteurs fragilisés par la crise vont bientôt être confrontés à des restructurations, sans compter les risques de faillite. Les dossiers des quinquas, avec, vous savez le problème, hein, leur salaire élevé et un âge qui flirte avec la retraite, eh bien, sont en haut de la pile des licenciements, d'où le titre de l'édito que vous voyez ici, d'Ève Roger, en haut de la pile. Beaucoup risquent de se retrouver sur le carreau. Faut-il rappeler qu'à un horizon certes encore lointain, l'objectif du gouvernement est de retarder l'âge de la retraite? C'est ce paradoxe de notre pays qui fait travailler les gens, en tout cas souhaite faire travailler les gens de plus en plus longtemps, et sauf que le chômage des seniors est juste énorme et les entreprises se débarrassent assez facilement de ces salariés qui coûtent un peu cher, etc. Elles préfèrent embaucher des jeunes à la place. Voilà.
Donc ça, c'est le dossier du Parisien. Ça, c'est un sujet lourd sur lequel, hélas, on va pas beaucoup avancer. Ce sont ces 2 ados qui sont morts poignardés dans des affrontements entre bandes, hein. Dans des affrontements entre bandes, 2 événements isolés, hein. D'abord, vous avez une jeune fille de 14 ans, Lily Bell, regardez, tuée d'un coup de couteau lors d'une rixe. Une adolescente a été poignardée dans l'Essonne lors d'un affrontement entre groupes de jeunes lundi. 6 mineurs de 13 à 16 ans sont en garde à vue. Beaucoup de F dans le chat pour rendre hommage à ces 2 gamins, hein. L'un d'eux a avoué avoir porté le coup mortel. Voilà, donc la on connaît à peu près les circonstances, hein, pas précises, mais selon les enquêteurs, ça s'inscrit dans un contexte de rivalité entre bandes. Alors il y a des témoignages sur la jeune fille, certains proches, une petite merveilleuse qui n'était pas dans les problèmes, gentille, drôle, avec du caractère. Alors le Parisien a enquêté un petit peu et cette jeune fille avait été en situation un petit peu de difficulté. Elle avait été exclue de plusieurs établissements scolaires, notamment une exclusion après s'être présentée au collège armé en voulant s'en prendre à une camarade de classe. Voilà. Elle faisait l'objet d'un suivi éducatif par un juge pour enfants, ce qui explique peut-être sa présence dans cette bande, peut-être pas les bonnes fréquentations. Elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, sans doute, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Voilà. La vraie question, c'est pourquoi dans notre pays, eh bien, on a ces rivalités entre jeunes et de plus en plus jeunes. Là, ce ne sont même pas des lycéens, ce sont des collégiens, hein. Et on a ce deuxième adolescent qui est mort poignardé, regardez en bas. Un jeune est mort, 2 autres blessés, autre accident, autre drame, dont un grièvement dans une autre bagarre survenue hier après-midi à Boussy-Saint-Antoine, toujours dans le département de l'Essonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Affrontement entre jeunes. Voilà. Les raisons de cet affrontement restent inconnues, mais il a opposé a priori une trentaine de jeunes de bandes rivales des quartiers de cette localité, Boussy-Saint-Antoine. On fait face à des guerres de quartier depuis des décennies, donc ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que les protagonistes, c'est ce que je vous disais à l'instant, eh bien, sont de plus en plus jeunes et vraiment très déterminés. Bon, ce qui manque là, c'est l'explication sociologique. On a lu ces derniers temps dans la presse, eh bien, des analyses de sociologues qui essaient de comprendre ce phénomène de bande. C'est éminemment complexe. Pourquoi ces violences se poursuivent? Les affrontements entre bandes, c'est vieux comme le monde, hein, dans un pays comme la France. Mais pourquoi ils se poursuivent et pourquoi ils touchent aujourd'hui des plus jeunes qu'avant? Ça, je n'ai pas la réponse ce matin. Voilà. Ah, c'est la matinée des sondages. D'habitude, on n'en fait pas beaucoup, mais là, c'est sondage, parce que là, on va parler et on va s'aérer un petit peu la tête, parce que même si on aime bien s'écharper sur la question de l'écriture inclusive, c'est quand même beaucoup moins dramatique que ce qu'on vient d'évoquer. Bataille en vue à l'Assemblée contre... Je vais vous mettre la petite musique qui fait peur. Elle est où ma petite musique qui fait peur? Tac, tac, tac. Je crois que c'est celle-là. J'adore. C'est la musique qui va bien. Bataille en vue à l'Assemblée contre l'écriture inclusive. Alors, de quoi s'agit-il? Soutenu par une soixantaine de députés, La République En Marche et LR, une proposition de loi, donc à la fois majorité et droite, hein, une proposition de loi vise à interdire cette orthographe carrément dans les documents administratifs. Elle a été déposée mardi à l'Assemblée. Activement promue par les partisans d'un combat radical contre toute forme de discrimination. Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive? J'ai eu beaucoup de questions dans le chat. C'est quoi l'écriture inclusive? Allons-y. Activement promue par les partisans d'un combat radical contre toute forme de discrimination, l'écriture inclusive, hein, se répand dans les documents administratifs, les publications municipales, à l'université. Cette graphie qui prétend lutter contre une domination du masculin sur le féminin, c'est ça l'écriture inclusive. C'est une graphie, une façon d'écrire la langue française, qui vise à lutter contre ce qui serait une domination du masculin dans le féminin, dans la langue, voilà, qu'exprimerait donc le langage. Alors, de plus en plus d'administrations, d'universités, de municipalités, de partis politiques, comme la France insoumise, utilisent cette écriture inclusive,
hein, avec les parenthèses, les petits E qui se rajoutent, qui entend ainsi visibiliser les femmes pour lutter maintenant contre cet usage jugé par certains idéologique de la langue. Eh bien l'opposition commence à prendre forme, d'où cette proposition de loi. Il y a des enseignants qui s'inquiètent des difficultés qu'ils poseraient à des élèves déjà fâchés avec l'orthographe. Il y a les linguistes aussi qui dénoncent ces incongruités. Puis une interview d'une romancière ce matin dans le Figaro, Alice Fernet, qui rappelle que les mots n'ont pas de sexe. Voilà. Euh, Regarde, certains disent, hein, comme Mézigo, c'est très bien l'écriture inclusive. Perso, excusez-moi, ma petite épouse me pose une question. Trop bien. T'es content? T'es allé avec lui? T'es content? Hein? Tu vois? Attention. Ouais. T'as pris rendez-vous déjà? Oui. Il y a peut-être un truc. Oui, oui, faut faire attention. Oui, il fait très chaud, ouais. Ouais, je vais aérer, ouais. Ah, ma petite femme qui s'occupe de moi. Désolé. C'était Hélène, et on parlait de mon petit, de mon grand, allô, 4 ans et demi, qui prend ses premiers cours de ski. Il découvre la neige, la montagne, tout ça. Et puis, comme il est un petit peu sensible des yeux, il s'est réveillé avec mal aux yeux ce matin. Et moi, je sais qu'il existe un mal qui s'appelle merde, l'ophtalmie des neiges. L'ophtalmie des neiges, je crois que c'est ça, ophtalmie des neiges. Ophtalmie. Off. Il y a des médecins dans le chat? C'est ça, l'ophtalmie des neiges, hein, qui est provoquée par eh bien, une luminosité trop forte sur les yeux, pas seulement des enfants d'ailleurs, adultes et enfants, avec la réverbération, tout ça, et c'est extrêmement dangereux. Enfin, ça peut avoir des conséquences dangereuses, et il faut s'en occuper rapidement. Donc ce matin, le petit s'est soucié de ça. Enfin, on s'est soucié de ça parce qu'il avait mal aux yeux, donc on a déjà acheté un masque un peu plus protecteur, et puis on est en train de surveiller ça. Ouais, ouais. Ah bah, il a des lunettes de soleil, hein, mais c'est un enfant qui a les yeux très sensibles. euh, qui a les yeux très sensibles. Donc on fait attention depuis toujours. Il ne sort jamais sans ses lunettes de soleil, le petit choupitou, quand il fait beau comme ça. Mais là, ce matin, il s'est réveillé avec un petit peu mal aux yeux, donc on fait super attention. Pardon pour cette parenthèse familiale. L'écriture inclusive, donc. Donc, je vois que ça, en tout cas, il y a un sacré débat dans le chat. Voilà. Offense à la langue. Alors, le Figaro a choisi son camp. Bon, vous ne serez pas surpris, Le Figaro, c'est un journal, et c'est pas une insulte, qui est plutôt conservateur sur un plan sociétal. C'est-à-dire, c'est pas Libération, c'est pas l'Humanité. C'est un journal qui s'affiche plutôt conservateur, plutôt de droite, diront certains, sur un plan politique, voilà, mais qui n'avance pas masqué. Contrairement à Joe Biden, excellente blague sur cette photo. Et donc, voilà, moi, un journal qui a une couleur éditoriale ou politique, moi ça ne me gêne pas s'il avance pas masqué, hein, on est bien d'accord, comme ça on sait ce qu'on lit. Et donc le Figaro choisit son camp, là, il est totalement contre l'écriture inclusive, il trouve que c'est une grosse connerie, hein, pour dire les choses. Édito d'Étienne de Montetis, offense à la langue, bam, c'est parti. Il y a 3 ans déjà, le Premier ministre Édouard Philippe publiait une circulaire proscrivant cette pratique. Au même moment, l'Académie française l'a qualifiée de confusion qui confine à l'illisibilité. Rien n'y fait. Ici, une université, là, une institution publique commence invariablement leur courrier par cher.e.s, étudiant.e.s ou cher.e.s, collaborateur.e.s. Voilà. Là, on pense aux personnes sourdes et malentendantes, hein, qui vont pouvoir traduire en langue des signes ce langage inclusif. Je fais juste une parenthèse là. L'écriture inclusive est une étrange technique qu'on dirait sortie de l'esprit enfumé, c'est le Figaro, hein, qui parle, d'un étudiant en codage informatique tombé amoureux d'une grammaire, Graphie 2.0. Elle n'est ni gracieuse, ni pratique. Elle offense la musicalité de la langue de Ronsard et de Musset. C'est vrai que c'était pas trop musical ce que je viens de faire là. Mais elle semble avoir hypnotisé nombre des élites qui y recourent complaisamment. Cette méthode se prévaut des meilleures intentions du monde, la défense et illustration de la femme. Là, on est d'accord sur le combat, la nécessité de lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes. Là, on est totalement d'accord. Mais ce que dit le Figaro, c'est que c'est pas du tout le bon outil. L'ère du temps qui sexualise tout se trompe. La langue, elle n'est pas masculine ou féminine. C'est l'avis du Figaro. Cette écriture inclusive ressemble à un canular de Boris Vian, sauf que là, elle est là et qu'elle est redoutable. On imagine ses effets dans l'enseignement de l'orthographe, déjà rendu ardu par des siècles d'histoire et d'exception. C'est vrai que la langue française est quand même particulièrement difficile à apprendre, notamment en raison de sa conjugaison. Et que dire de la littérature, de la poésie de demain encombrée de points, médians et autres yel, parenthèse, S, fermez la parenthèse. À ces procédés militants,
préférons l'usage, dit le Figaro ce matin. Le maître suprême, disait Revel, l'usage donc, lui qui fait évoluer la langue française avec douceur, qui l'adapte, la modifie, sans cesser de respecter cette belle vieille dame à qui nous devons tant. Bon, alors, le Figaro prend parti, clairement, contre l'écriture inclusive. La bataille arrive à l'Assemblée avec cette proposition de loi. Moi, je ne donne pas trop mon avis. Là, je le donne. J'ai jamais été convaincu par l'écriture inclusive. Je pense que c'est pas forcément le bon outil pour un combat qui est juste. Voilà. Donc, lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes, yes. L'écriture inclusive, moi qui suis à ma modeste place un amoureux de la langue, j'y crois pas. Je peux me tromper. Sondage. Bon, ça c'est intéressant. Ceux qui sont là pour la première fois, rassurez-vous, il n'y a pas des sondages comme ça tous les jours, hein. Là, c'est un peu exceptionnel. Alors, euh, euh, êtes-vous partisan? Et je mets pas partisan entre parenthèses fermez la parenthèse, hein. Je mets pas partisan partisane, hein, puisque moi j'ai dit que j'étais plutôt contre. C'est bien, c'est le plus simple à écrire, ça prend moins de place. Euh, Êtes-vous partisan de l'écriture inclusive? Oui. Non. Je ne sais pas. Pas. Je ne sais pas. Commencez un sondage. C'est parti. C'est parti. Oh là là, le débat dans le chat là. Folie, folie. Passionnant. Bon. Le sondage est faussé si tu donnes ton avis avant. Bah non. Je suis pas je suis pas un maître des pensées, je suis pas un gourou. Moi, je donne pas beaucoup mon avis. Là, je le donne. Je le donne et c'est pas parce que je le donne que ça va influencer voilà, euh, l'avis. Je suis pas d'accord. Donner son avis avant un sondage peut biaiser le sondage. Bah, c'est un peu une insulte à l'intelligence de vous qui êtes avec moi ce matin, là, je trouve. Hein? Non, ça, j'y crois pas du tout. Bah non, non, les amis. Bah non. Puis en plus, je m'interroge, je suis pas sûr. Moi j'ai l'impression que c'est pas le bon outil. Voilà. Non. La question est toute simple en plus. Alors, bon, en tout cas, vous êtes super mobilisés, hein, 3 000, 4 000, 4 000. Vous êtes plus de 4 000 à avoir voté là en quelques secondes. Et alors, bon, bah, voilà, désolé pour les partisans de l'écriture inclusive, qui existent, qui sont là. Ils sont même 689 précisément, mais ça ne représente que 16% des gens qui ont décidé de voter à ce sondage. 72%, vous êtes opposés à cette écriture inclusive. Je ne sais pas, 12%. Voilà, bon. Certains disent, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités dans l'actualité? On est bien d'accord. Quoique, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Qui m'appelle? 04. Je ne peux pas, désolé. Quelqu'un qui n'est pas devant le stream, en tout cas. Bon, on termine le sondage. Les résultats définitifs, vous les avez. 72% non de gens qui ne sont pas partisans de l'écriture inclusive. 15% seulement pour le oui. Et 13% je ne sais pas. Voilà. Bon, bah, je ne suis pas tout seul à penser ça. Alors. Bon, et encore une fois, peut-être que je manque d'éléments. Hein. Peut-être que ma vision elle est parcellaire. Je ne suis pas convaincu par cet outil. On se dépêche. Parce que beaucoup de une encore en ce moment, beaucoup de dossiers hyper intéressants. C'est Libération qui révèle ce matin ceci, le plus grand piratage de données en France. 500 000 patients à nu, numéro de sécu, adresse, téléphone, grossesse, cancer, séropositivité. Les informations sensibles issues de dizaines de laboratoires, on parle de la France, hein, ont été divulguées la semaine dernière sur Internet. Fuite d'une gravité inédite. On continue. Donc il y a un édito qui explique, c'est Dove Alphon qui signe cet édito. L'enquête alarmante que nous publions, c'est vraiment Libé. Hein. On a besoin des journaux, parce que c'est la presse qui le sort, ça c'est Libération. Merci Libé. L'enquête alarmante que nous publions sur le vol de données personnelles et médicales d'un demi-million de Français révèle une grave défaillance de notre système de santé. Pour les victimes, le mal est fait, leur nom, numéro de sécu, numéro de portable, état de santé, y compris des informations sensibles comme grossesse, comme séropositivité HIV, sont désormais visibles et accessibles par tous sans qu'eux-mêmes en aient conscience. Nos journalistes ont remonté le fil de ce piratage, parce que là, Libé a super bossé. Libé n'a pas seulement constaté que ces informations extrêmement sensibles étaient dans la nature, au-delà du dark web, hein, accessible assez facilement, mais ils ont trouvé a priori le responsable. Nos journalistes, je cite l'édito, ont remonté le fil de ce piratage, resté trop longtemps secret,
et ont découvert une faille déconcertante au cœur de notre système de santé, un logiciel obsolète utilisé par des dizaines de laboratoires en France. Le marché pousse les laboratoires d'analyse à privilégier un système informatique à moindre coût, alors que l'intérêt public serait de privilégier le système le plus sûr. Il appartient à l'État de colmater cette brèche avant la prochaine alerte. Super boulot de Libération qui, 1, révèle, 2, trouve le responsable, un logiciel informatique distribué par une entreprise française, voilà. Et il dit, bah, il y a peut-être une solution, c'est d'imposer à ces laboratoires d'analyse qui parfois s'équipent en informatique à moindre coût pour maximiser le profit, eh bien, de faire des choses un peu plus sérieuses. Et bien sûr, c'est l'État qui doit euh, appuyer en ce sens. Voilà. Puis après, pour avoir les détails, les précisions, mais je vous ai donné l'essentiel. C'est à lire dans l'IB ce matin, page 2, page 3, il y a plusieurs pages. Regardez, 4, 5, gros dossier. Un petit peu de McFly et Carlito, rapidement. On a déjà parlé ensemble de l'initiative du président Macron, que vous voyez ici en haut, là, qui apparaît dans le nuage, de la vidéo de McFly et Carlito, de la chanson. Hein. Donc le président Macron, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, a invité les deux célèbres youtubeurs, les deux célèbres vidéastes, à faire une petite vidéo, en l'occurrence c'était une chanson, pour rappeler les gestes barrières aux Français. Et l'objectif était, il y a deal, si vous dépassez les 10 millions de vues, vous pourrez venir à l'Élysée pour faire la vidéo que vous voudrez. Voilà, et notamment faire un jeu d'anecdotes avec moi. Pas moi, ça me le tient, mais avec le président Macron. Bon, on a vu la vidéo ensemble, on l'a regardée. Voilà, certains ont trouvé que c'était bof, d'autres ont trouvé que c'était plutôt bien fait pour un truc rapidement fait. Ce qui est sûr, c'est que les 10 millions de vues ont été dépassés, hier je crois, voilà, mais ils sont dépassés. Donc on s'attend à voir débarquer McFly et Carlito à l'Elysée. Ce sera intéressant de voir, à mon avis, ce qui va en sortir. Là où l'article de Libération est intéressant, c'est Julien Lecaux, qui est journaliste au service Actu, qui signe ce papier. C'est que eh bien, c'est un sacré coup de com', surtout pour le président Macron, c'est ce que nous explique Libération. Je lis. Tout comme le coup de communication d'Emmanuel Macron, car il faudrait être bien naïf pour imaginer le chef de l'État vouloir simplement rappeler qu'il faut tousser dans son coude, porter un masque, se laver régulièrement les mains. Vous savez, je mime beaucoup l'information. Tant ces consignes sont rabâchées depuis un an en lançant un défi à McFly et Carlito, Emmanuel Macron s'offre surtout une tribune en or auprès des moins de 25 ans. Un public qui adule les deux youtubeurs, qui sera amené à élire l'année prochaine son futur président, et boum, on reparle de la présidentielle. Mieux encore, en les invitant à l'Élysée, c'est pas fini. Macron aura l'occasion de reprendre la posture qui avait fait son succès en 2017, celle d'un candidat jeune, sympathique, dynamique et accessible. Les vidéastes, dont on parle, disent ne pas être dupes d'ailleurs, conscient que cet intérêt soudain de la part du président n'est pas anodin à l'approche d'échéances électorales, mais il est bien difficile, conviennent-ils, de refuser une invitation synonyme de reconnaissance venant du plus haut sommet de l'État, encore plus quand on leur assure qu'ils garderont toute liberté éditoriale. Je continue, fin de l'article, pour faire la promotion du service national universel, pour parler de la précarité menstruelle, de l'écologie ou simplement répondre aux questions des internautes, plusieurs ministres s'étalent, c'était déjà eux affichés sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, sur Brut, souvent aux côtés de célébrités du web, avec plus ou moins de succès. Parfois c'était réussi, parfois c'était un petit peu raté. Tous les moyens sont bons pour séduire les générations sacrifiées sur l'autel de la pandémie, dont la Macronie aura bien besoin si l'élection présidentielle s'annonçait serrée. Reste à savoir si c'est la chute de l'article qui est le meilleur. Reste à savoir si parler jeunes suffira pour parler aux jeunes. Reste à savoir si parler jeunes suffira pour parler aux jeunes. À propos de ça, je crois qu'il y a... je vérifie. Je crois qu'il y a un nouveau rendez-vous qui se lance sur Twitch aujourd'hui. Attendez, je cherche ça. C'est en fin de journée aujourd'hui. Ok. C'est Gabriel Attal. Ouais, c'est ça, c'est Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal qui lance une émission mensuelle sur Twitch. Je suis en train de trouver plusieurs articles sur la question. Je crois, ouais, c'est 19h, quelqu'un me le confirme dans le chat. Ouais, c'est ça, c'est 19h. Sans filtre, ça s'appelle, tout à fait. Je suis en train d'essayer d'ouvrir un article. Ça marche pas. Je voulais vous montrer cette actu. Ah bah si, je l'ai. Voilà. Hop. Voilà.
Tenez, je vous ai trouvé un petit article de Ouest France, hop, le voilà. Et toc, voilà, les miracles de l'informatique, hop, je partage ça avec vous. Je retourne sur l'article. Donc c'est un article de Ouest France. Gabriel Attal lance sans filtre, effectivement. Vous aviez la ref, sans filtre, donc c'est le thème. Pof, je ferme les pop-up. Un programme sur Twitch et YouTube en même temps, donc manifestement sur deux plateformes pour parler aux jeunes. Donc c'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui va animer une fois par mois une émission baptisée, bon une fois par mois, c'est compliqué pour créer un rendez-vous, hein, baptisée Sans filtre. Pendant 1 heure à 1h30, il débriefera entouré d'influenceurs. Alors, c'est ça que je trouve intéressant. Moi je comprends pas pourquoi il n'est pas seul en fait. Tu vois, genre des modérateurs, les questions, et puis il répond quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va débriefer. Donc entouré d'influenceurs, le Conseil des ministres. Premier numéro prévu mercredi 24 janvier. Bah, les amis, si vous faites rien à 19h ce soir, n'hésitez pas à faire un tour pour voir. Moi, ce qui me surprend, c'est pour ça que je vais regarder ce soir, c'est plutôt le côté technique qui m'intéresse. C'est pourquoi il est entouré d'influenceurs. 1 heure à 1h30, ça passe super vite, hein, quand on est au courant de l'actualité politique et du gouvernement comme Gabriel Attal. Il a plein de choses à expliquer aux gens, plein de questions vont lui être posées avec une bonne équipe de modérateurs. Ben, je pense qu'il peut faire le job tout seul. Ce qui me surprend, c'est le côté avec des influenceurs. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est là-dessus que je suis un petit peu sceptique. En tout cas, on voit que les politiques, notamment les ministres, s'y intéressent de plus en plus. Et ben moi, je vais regarder ce soir à 19h. Regardez peut-être vous aussi. Et puis, certains me disent qu'ils ont invité Jill qui a refusé. Donc c'est une info que je vois dans le chat. Je ne sais pas si je n'ai pas l'info de Jill, mais donc voilà, les influenceurs c'est pour l'audience. Ah, l'influenceur c'est pour les audiences. D'accord, ok, ok, ah, ok, ok. C'est pour essayer de garantir des viewers. J'avais pas pensé à ça. Ok, d'accord. Donc on verra ça. Où est-ce que j'en étais moi? Euh, Tac, voilà. Hop, je reviens. Hop. Ici à la tablette. Et donc Gabriel Attal, on débriefera demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les politiques et les ministres, mais pas seulement, s'intéressent de plus en plus à cet outil parce qu'ils ont compris qu'il était très utile pour toucher une population qui regarde de moins en moins les médias traditionnels. Je peux vous dire, c'est pas un secret, que moi-même j'ai été contacté à plusieurs reprises par des responsables politiques de premier plan qui en gros me disent sans détour qu'ils aimeraient bien passer une tête. C'est bien ce que vous faites, Samuel Etienne. Est-ce que et si on faisait un truc voilà, donc j'ai eu plusieurs propositions. Je ne sais pas quoi en faire parce que je suis pas sûr de vouloir créer un rendez-vous politique. Je suis pas sûr que je sois venu sur Twitch pour ça. Donc je ne sais pas si je vais aller dans cette direction. Voilà. Euh, merci Valentin pour ton message à l'instant. Merci à toi. Donc voilà, voilà, j'ai une petite surprise pour vous dans 10 jours, 15 jours là, avec mon premier invité sur Twitch. Une petite surprise, grosse surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Ouhouhou. Euh, c'est un secret, mais ça, je vais un ou 2 jours avant, je l'annoncerai. Je pense que c'est un petit truc qui fera parler un petit peu de lui, mais ça ne veut pas dire que je vais m'engager dans cette voie, de recevoir des invités. C'est pas Johnny Hallyday, non, c'est pas Johnny Hallyday, il n'était pas disponible. C'est pas Jamy, c'est pas Julien Lepers, non, c'est pas Julien Lepers, c'est pas Denis Brognard, non, c'est pas Daft Punk, non, parce que je crois ils se sont casqués. Ils se sont cassés, ils se sont casqués. Non, c'est pas Zemmour. C'est pas Zemmour. C'est pas Étoile. C'est pas Edith Piaf. C'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Je sais pas que ça. C'est pas. Oh, pardon. C'est pas Xavier Dupont. Non. C'est pas Michael Jackson non plus. Non. C'est pas Elvis Presley. Je ne vois pas la question, mais j'y réponds. Bon, surprise, suspense. On se dépêche. Oh, ça va. On est un petit peu dans les temps. Ah, on est dans les temps, ça veut dire que je peux prendre un petit peu de temps pour ça et j'en suis content. C'est dans Libération, c'est page 22, c'est un sociologue qui s'appelle Nicolas Jounin, excellent sociologue, me disait quelqu'un dans le chat, qui s'est fait embaucher par la Poste pour enquêter sur les conditions de travail des facteurs. Parce que des postiers, comme moi, il avait sans doute entendu certains se plaindre de la dégradation de leurs conditions de travail. Oh, depuis quelques années, hein, ça date pas d'hier. Il a voulu en avoir le cœur net. Il avait déjà usé de ce procédé dans le monde du bâtiment et de celui des sans-papiers. Et là, il s'est fait embaucher, Nicolas Jounin, comme postier pour mieux décrire de l'intérieur, eh bien une entreprise, écrit-il, parce qu'il a écrit un livre à ce propos, soumise à une organisation pseudo-scientifique du travail. Son livre s'appelle Le cachet de la Poste, le cachet
Excellent d'ailleurs. C-A-C-H-E, moi je valide ça. Le cachet C-A-C-H-E de la Poste, faisant foi bien sûr, c'est son livre, qui dévoile le désarroi des employés comme celui des clients face aux défaillances de la vieille institution. Et donc mon invité n'est pas Jésus. Jésus, le joueur de foot. Petite blague avec Christine Boutin pour ceux qui ont la ref. Donc le sociologue Nicolas Jounin, qui n'en est pas à sa première immersion, s'est donc fait embaucher pour 5 semaines dans un bureau de poste de la périphérie d'une grande métropole. Pourquoi avoir fait ça demande le journaliste à ce sociologue. Eh bien, j'ai été interpellé par plusieurs personnes, notamment des syndicalistes, qui contredisaient durement l'image un petit peu folklorique que j'avais, comme beaucoup de gens, de la Poste et des facteurs. J'ai été en fait frappé par la violence du management que j'y ai découverte. C'est que la Poste fait face depuis 15 ans à un défi particulier, une contradiction économique. Il y a de moins en moins de courriers, vous le savez, mais de plus en plus de destinations à desservir. Aussi, la force de travail nécessaire à la distribution ne baisse pas en proportion des volumes de lettres. Et pour répondre à cette contradiction, eh bien, la mécanisation de certaines opérations postales ou l'augmentation du prix du timbre ne suffisent pas, si bien que quoi? Eh bien, si bien que la Poste tente également d'obtenir davantage de travail de ses postiers en temps comme en intensité. Alors, donc lui, en plus, il arrive à la veille dans ce qu'on appelle une réorganisation des tournées. Alors il explique que la réorganisation des tournées, c'est un truc qui arrive tous les 2 ans. Bim, réorganisation des tournées, ça veut dire quoi? Eh bien, des tournées de facteurs, ok, quand on distribue le courrier, sont supprimées. Elles sont réparties sur les tournées restantes. On supprime un poste, et puis on ne supprime pas le service, voilà. Mais on prend le courrier qui n'est pas distribué là, et on le distribue à d'autres facteurs. Et tous les 2 ans, on fait ça. Ouais, super. Il arrive, donc il y a ça, cette répartition-là, réorganisation tous les 2 ans, et puis c'est pas tout. On fragmente aussi le travail, alors que traditionnellement, un facteur fait d'abord au bureau de poste le tri du courrier qu'il doit distribuer, avant de partir en tournée, ça c'est la tradition. Et bien de plus en plus de réorganisation divisent le travail. Certains postiers ne font plus que du tri, d'autres plus que de la distribution. Avant, il pouvait y avoir une transmission d'expérience entre 2 collègues qui se succédaient sur une même tournée. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est difficile en tout cas, parce que les tournées sont plus fréquemment renouvelées. On ne peut ni mémoriser pour le long terme, ni transmettre. Voilà, il dit que c'est devenu très compliqué. Et alors, le journaliste de Libération lui dit, mais alors vous avez été très vite débordé par les cadences. Bah oui, les premiers jours, j'avais pensé que c'était un petit peu en raison de mon inexpérience, mais en fait, j'ai vite constaté que des professionnels confirmés et consciencieux étaient eux aussi dépassés, qu'ils ne s'en sortaient plus. Beaucoup craquent lors de ces organisations régulières dont on parlait. Ils perdent à chaque fois le peu de contrôle, d'expérience, d'efficacité qu'ils ont acquis sur leur tournée. Et les salaires ne sont pas à la hauteur. Parmi les plus mal payés des employés, dit le sociologue, autour de 1 200 €, et ils évoluent ensuite très peu. Voilà. Donc, bon, c'est un constat un petit peu sinistre de la détérioration des conditions de travail des postiers, des facteurs. Moi, il y a quelques années de ça, en Bretagne, j'avais croisé comme ça la factrice, la postière de mon papa, et qui lui confiait que malgré son amour de ce métier, depuis des années, bien, elle pensait à abandonner parce que ça s'était vraiment extrêmement dégradé. Voilà. Il me reste un petit peu de temps, c'est cool, tant mieux, parce qu'il y a un dossier, mais passionnant, dans la Croix, sur la Birmanie. Alors j'espère que personne ne va me faire à nouveau la remarque. On dit pas la Birmanie, on dit, comment on dit déjà, comment vous dites, ce nouveau mot qui a été inventé par les dictateurs de la junte au pouvoir, Myanmar. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui ont loupé notre échange tout à l'heure sur Birmanie, Myanmar, allez voir, cherchez un petit peu pourquoi en France notamment, pourquoi officiellement la France refuse d'utiliser ce mot et utilise le mot Birmanie. Parce que Myanmar, c'est le nouveau nom du pays qui a été inventé par les dictateurs, par les militaires au pouvoir en Birmanie. Voilà pourquoi moi aussi je me refuse à utiliser ce terme. Donc la Croix parle de Birmanie et c'est tant mieux. Et alors qu'est-ce qui se passe en Birmanie? Vous savez qu'il y a des manifestations quotidiennes, pacifiques, contre le dernier coup d'État des militaires qui ont pris le pouvoir. Et ce qui est très nouveau et très intéressant et souligné par la Croix, c'est la première fois que je vois un article là-dessus, c'est que peut-être que cette unité nationale qui est en train de se faire par les manifestations contre les dictateurs, contre les militaires, eh bien, va profiter à l'unité du pays parce que c'est un pays extrêmement divisé par les différentes ethnies qui le composent. C'est la Croix qui nous l'explique très bien ce matin. Birmans et minorités
unie contre les militaires. Les manifestations contre la junte rassemblent birmans et minorités ethniques. C'est un peu une première pour les Rohingyas notamment, hein. La prise du pouvoir par les militaires consacre le retour du pire ennemi. Les Rohingyas, on va rappeler que c'est une minorité musulmane qui a été la cible de beaucoup de violences ces dernières années. Lisons un petit peu ce dossier qui est vraiment passionnant. C'est un peu l'attaque des titans, me dit Baptiste Philippe. Euh, je- j'aurais pas pensé à cette comparaison. Mais c'est une très bonne série. La junte birmane, soumise à d'intenses pressions internationales, les manifestations s'amplifient. C'est l'actu, c'est le factuel. Avec la reprise en main des militaires, les Rohingyas exilés au Bangladesh voient s'évanouir leurs espoirs d'un éventuel retour parce que c'est leur principal ennemi, c'est l'armée. Les manifestations rassemblent le Birman et minorités ethniques comme jamais par le passé, au point d'envisager une possible réconciliation nationale. Il y a un truc d'espoir là, ténu, fragile, mais il y a un truc d'espoir. D'abord, il y a une petite parenthèse sur Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, les deux prononciations sont, euh, on les entend, la prix Nobel de la paix, hein, l'ex-opposante, qui est arrivée au pouvoir, hein, qui était la chef de gouvernement de fait, de facto, et pas de droit, puisqu'elle n'avait pas ce titre officiel, mais elle était ces dernières années la chef de gouvernement, et son image s'est extrêmement dégradée à l'international, celle qui était justement extrêmement appréciée de l'opinion internationale du monde entier, notamment en raison de son combat contre la junte militaire et en raison de son prix Nobel de la paix. Son image s'est beaucoup détériorée parce qu'elle a été associée à plein de décisions prises par l'exécutif birman, notamment contre les Rohingyas. Donc la croix revient là-dessus. C'est vachement intéressant. Je lis. C'est là. Voilà. Le cerveau du putsch, celui qui vient de se produire là, le général Min Aung Hlaing a dirigé les massacres de l'été 2007. 17 contre les Rohingyas, hein. Il avance une répression justifiée par la nécessité de contrer un groupe d'insurgés de Rakhine, mais la Birmanie est accusée de génocide par l'ONU et ses dirigeants jugés par la Cour internationale de justice de La Haye. Celle-ci, la Cour de justice, en 2019, a auditionné la chef de gouvernement, Aung San Suu Kyi, l'ancienne icône de la dissidence qui est restée de marbre lors de cette audition, vous vous en souvenez peut-être. Si les généraux la détiennent à présent, puisque Aung San Suu Kyi a été arrêtée par les militaires, hein, il y a quelque temps, celle qui a reçu le prix Nobel de la paix que j'évoquais en 91 n'en tire aucune sympathie de la part des Rohingyas, qui gardent de son gouvernement l'image d'un simulacre de démocratie et de compromission avec la junte. Voilà pourquoi son image s'est abîmée à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Néanmoins, écrit La Croix ce matin, un gouvernement civil, même limité, pouvait limiter certaines ardeurs militaires. Sans filet, est-ce que les généraux ne vont pas se livrer à de nouvelles attaques contre les Rohingyas? C'est l'une des questions en suspens en ce moment. Et puis, il y a cet autre aspect extrêmement intéressant, le nouvel espoir d'une Birmanie unie contre l'armée, c'est l'information que j'évoquais à l'instant. On voit dans les manifestations actuellement un phénomène singulier, explique La Croix. Quel est ce phénomène? Eh bien, aux côtés des Birmans, hein, de l'ethnie Bamar, hein, bouddhiste majoritaire. Quand on parle des Birmanans, c'est à la fois, on parle des habitants, mais c'est aussi en fait les représentants de cette ethnie majoritaire dans le pays. Eh bien, défilent côte à côte des Karen, des Kachin, des Mons, des Shans, des Shins. Café, parce que je tousse. Bougez pas. Ah, 2 heures de parlo tous les matins, hein. Ça sèche la gorge. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? C'est ça. Stigmatisées ou assimilées de force depuis l'indépendance du pays en janvier 1948, ces minorités ethniques qui constituent la Birmanie se rangent depuis le 1er février derrière la majorité birmane. C'est étonnant. Pour contester la dictature militaire, c'est nouveau. Harmonie rare dans un pays qui n'a jamais réussi à s'unifier en paix. Tout aussi sur. Alors c'est justement, ça revient sur qui m'a. Ah c'est mon épouse. Ah, ça je décroche, désolé. Je vous laisse. Je reviens. Fausse alerte, un téléphone qui a dû se déclencher dans la poche du blouson de mon épouse. Mais voilà, la famille c'est prioritaire surtout, donc j'arrête tout, y compris un stream quand mon amoureuse m'appelle. Donc, moi je découvre un peu l'histoire du pays que je connaissais mal grâce à cet article. On y va.
tout aussi surprenant. Dans ce pays déchiré par les conflits ethniques depuis les années 60, des groupes de très jeunes Birmans ont manifesté avec ces pancartes affichant ce message: Nous regrettons profondément ce que les militaires ont fait aux Rohingyas. Fait inédit de rares Rohingyas, également jeunes, hein, et là on peut espérer pour l'avenir du pays, fustigent les discriminations et affirment leur unité avec les civils, notamment avec l'ethnie birmane, et rejettent le coup d'État. Ça, c'est nouveau. Revenons sur l'histoire du pays. Le rêve d'une Birmanie unifiée prônait... Ah, c'est encore mon épouse. Encore une fausse alerte. Je peux lire mon article sur les Birmanies ou quoi? Ah, donc, le rêve d'une Birmanie unifiée prôné avant l'indépendance par le général Aung San, héros national et père d'Aung San Suu Kyi, ne s'est jamais concrétisé. Les minorités se sont rebellées face à la domination bamar post-coloniale, l'ethnie qu'on évoquait, et l'armée ne quittera jamais les territoires de ces minorités aux frontières du pays, malgré d'innombrables cessez-le-feu qui n'ont jamais été respectés. Fin de l'article, qui est cette note d'espoir. Moi, j'aime bien trouver un petit peu d'espoir dans l'actualité. Le soulèvement général actuel, qui réunit tous les peuples de Birmanie, peut être une chance à terme de réaliser enfin l'unité birmane sur des bases totalement nouvelles. Une nouvelle Birmanie devrait être authentiquement inclusive, non raciale, fédérale, démocratique, a lancé sur Twitter Maung Zarni, qui est un militant birman des droits de l'homme qui est exilé à Londres. Est-ce que ce énième putsch militaire sera le coup d'État de trop? Espère la croix ce matin. Restons prudents, ne soyons pas naïfs, dit Sophie Boisseau du Rocher, qui est une spécialiste de la région. Les militaires seront habiles à exploiter les divisions qui apparaîtront. La situation sur la question ethnique est compliquée, un embrasement est toujours possible. Moi, j'ai appris par la croix ce matin, j'ai un peu compris pourquoi il y avait eu toutes ces tensions entre les minorités en Birmanie. En fait, c'est depuis l'indépendance du pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs, une ethnie majoritaire, des tensions avec les minorités, et on en est toujours là avec peut-être un espoir. Là. Qu'est-ce qui nous reste? Oh, je dois m'arrêter. Oh, c'est dommage. Je dois m'arrêter parce que j'ai une interview téléphonique à 11 heures. Et dommage parce que j'avais l'article qui me plaisait le plus. Eh ben, je vous le lirai demain. Sur l'attachement, comment se crée l'attachement entre un bébé, entre un enfant et ses parents, entre la maman mais aussi avec le papa de plus en plus. Comment cet attachement est important, comment l'enfant a besoin d'un port d'attache sécurisant pour bien grandir. Bon, c'est pas grave. Promis, je vous le mets de côté demain. Demain, je reviens à 9h, 9h, 11h pour lire ça. Ah, on avait Eric Zemmour aussi. Oh là là là. Puis il y avait un article sur Samuel Etienne. Tant pis pour la pub pour Samuel Etienne. Eh bien, tant pis pour la pub pour Samuel Etienne. T'avais qu'à parler plus vite, t'avais qu'à raconter moins de bêtises. Donc, je suis pas sûr que je vous lirai cet article sur moi demain, parce que ça va aller maintenant, hein, le FC Flex. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on parlera d'Éric Zemmour, parce qu'il y a une actualité, l'histoire d'un site internet pour récolter des soutiens pour une éventuelle présidentielle. Et puis on lira surtout cet article de la Croix sur l'importance des liens, des premiers liens entre parents et bébés. Mais c'était tellement cool d'être avec vous ce matin. Ah, j'ai vraiment kiffé. Merci, c'était super. Ah, quel bonheur. Bon, je suis vraiment content. C'est dommage qu'il y ait une semaine par mois où je ne peux pas streamer, hein, pour des raisons d'emploi du temps, puisque c'est la semaine qui pique, matinale de France Info le matin, enchaîné avec les enregistrements de questions pour un champion. C'est ma semaine qui dure 6-7 jours, là où je commence à 2h du matin, réveil à 2h du matin, 2h, 19h, 17h de boulot. Yes, c'est un peu comme un marathon, et ça m'empêche de streamer, puisque j'ai pas assez de temps. Donc il y a cette semaine, mais sinon il y a 3 semaines par mois où je peux streamer, c'est cool. Voilà, et puis là je suis en vacances, j'ai réussi à bricoler un setup un peu des familles, je stream avec mon téléphone, parce que j'ai pas de connexion internet, mais quelle folie, c'est super. Bon, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à 1. Je fais ma pub. Enfin, c'est pour vous informer aussi. 1. Suivre cette chaîne sur Twitch. Comme ça, dès que je stream, bim, notification, vous êtes au courant. Comme je change d'heure de temps en temps, c'est souvent 10 heures. Là, en ce moment, c'est 9 heures. Donc, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Pour l'instant, les subs, les abonnements ne sont pas ouverts, mais peut-être un jour. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, parce que c'est là que je donne les infos sur mes jours et mes heures de stream. Voilà. N'hésitez pas aussi, pof, il y a un podcast maintenant, un podcast audio que je vous mets ici dans le chat, pof, c'est cette adresse-là. Podcast sur Spotify, en fait, c'est la matinée Étienne. Mais sur Spotify, voilà, je vous mets ça dans la foulée, dans la journée. Ça prend un petit peu de temps parce que c'est une opération un petit peu lourde techniquement et je ne suis pas un grand informaticien. Mais il y a un podcast audio maintenant. Et puis,
Et puis maintenant, on va faire autre chose. On va faire un petit raid. C'est-à-dire que je vais vous inviter, c'est un raid. On va découvrir eh bien, le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. En général, je choisis quelqu'un qui a pas trop de viewers. Je vous mets un petit écran d'attente, je coupe mon micro. N'hésitez pas à me faire des propositions. Ça prend 3, 4 minutes, hein, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un, ça prend un petit peu de temps. Restez avec nous si vous avez quelques minutes et on a toujours des bonnes surprises. Voilà, on raid des gens qui font des trucs intéressants aussi. Merci pour tout, c'est super d'être avec vous. Et à tout de suite pour le raid. Ciao.